le contenu. Je m'excuse également si finalement le diaporama n'est pas tout à fait up to date. Ça peut arriver qu'on se base encore sur des études qui soient anciennes. Ça sera l'occasion de discuter. Évidemment, la littérature, comme vous le savez, en pédiatrie et a fortiori aussi en cardiopédiatrie, elle n'est pas aussi abondante qu'on pourrait la trouver sur le côté adulte pour des raisons diverses, multiples, multifactorielles. Du coup, malheureusement, ça fait en sorte que tout le monde devient parfois un peu plus fainéant et on regarde un peu moins la biblio, puisque finalement, il y a moins d'informations nouvelles qui apparaissent. Enfin, donc, du coup, je voulais m'excuser aussi de cela. Si jamais vous aviez d'autres biblios ou d'autres papiers plus récents, n'hésitez pas, on en discute ensemble, ça serait avec grand plaisir. Voilà, donc ça, c'était en toute humilité. Alors, je n'ai pas de lien d'intérêt significatif à vous déclarer en lien avec la présentation que je vais réaliser, même si, vous voyez, il y a déjà plusieurs années, j'ai pu être considéré un peu comme un expert pour certaines situations et certains laboratoires, mais bon, je vous assure, c'est pas aller très loin. Et je vous invite évidemment, comme pour toute présentation, à aller vérifier l'absence de lien d'intérêt sur le site du ministère des Solidarités et de la Santé, Transparence Santé publique. Alors voilà le plan de la lecture, hein. Je vais pas tout détailler, mais vous allez voir que ça va ressembler quand même à un moment donné, une sorte de catalogue, et ça c'est un peu pénible, mais la présentation diapositive, vous l'aurez. Vous l'aurez dans tout ce qui s'affiche ici. Donc vous n'êtes pas obligé de renoter ce que vous voyez, hein, puisque vous allez pouvoir y retourner à l'occasion, si vous le souhaitez. On va d'abord faire une introduction, ensuite on parlera de différentes préparations, et donc notamment d'un certain nombre d'organes avant de conclure. Alors, en guise d'introduction, évidemment, on a quand même des références, hein. Merci à ces projets européens qui ont été portés, en l'occurrence par Francis Beckmann, Nicolas Disma. Et donc, vous savez qu'en pédiatrie, ils aiment bien les fruits, hein, nectarines, abricotes, etc. Et donc là, pour l'étude nectarine, qui concernait principalement les nouveau-nés et les nourrissons, mais beaucoup aussi une population de nouveau-nés, ils s'étaient intéressés pour savoir quelle était la morbimortalité après une anesthésie chez les tout petits, donc au début de la vie. Et ils se sont rendus compte quand même que il y avait quand même des chiffres qui étaient intéressants, hein, qui sont d'ailleurs cités régulièrement dans toutes les présentations à ce sujet. Et du coup, qui montrent qu'il y a une occurrence qui est quand même non qui est quand même assez significative sur les épisodes d'augmentation de la morbidité dès lors qu'en péropératoire, on se retrouve avec des hypotensions, des hypoxémies ou une anémie. Ce sont donc des facteurs sur lesquels on peut jouer, que ce soit en préopératoire ou en péropératoire, j'allais dire plutôt en pré-anesthésie ou en péranesthésie. Et vous voyez que dans cette cohorte de nectarines, il y a quand même eu 8 décès, donc arrêt cardio-circulatoire péropératoire. Et parmi ces 8 qui ont été observés sur la totalité de la cohorte, il y en avait 1 sur 2, soit 50%, qui avaient une cardiopathie congénitale. Heureusement, 0 ne sont décédés en péropératoire. Par contre, eh bien, finalement, à plusieurs jours de là, donc parfois à 30 jours, ils ont constaté qu'il y avait quand même une mortalité globale de cette population qui était loin d'être négligeable, à 3,2%, et 2% à 30 jours avec les nouveau-nés qui représentent quand même une grosse proportion de ces risques de décès. Donc cette étude elle a le mérite d'avoir réalisé finalement une étude donc observationnelle en Europe qui est représentative a priori de la globalité de la prise en charge d'anesthésie des nouveau-nés en Europe et montre que finalement, les patients qui ont des arrêts cardio-circulatoires, mais il y en a 50% qui sont liés avec des cardiopathies congénitales, même si l'occurrence n'est pas énorme en termes de pourcentage, ça fait un risque relatif qui augmente. Et donc, quand on va voir maintenant spécifiquement la population de pédiatrie, mais pour la chirurgie cardiaque, donc ça c'est une étude plus ancienne, eh bien, on se retrouve effectivement avec un pourcentage de décès, pardon, des patients qui ont des cardiopathies congénitales à 30 jours, qui sont plus de 0,1%, comme dans l'étude Apricot ou dans les études qu'on a pu avoir, mais de 2,5%. Donc, si on confirme en fait cette information, comme quoi les patients qui ont des cardiopathies congénitales et qui vont vers la chirurgie cardiaque, ils ont finalement un risque de décès qui est bien plus important que la population de nouveau-nés classiques. Et que parmi la population de nouveau-nés classiques qui ont des prises en charge de chirurgie qui ne sont pas forcément cardiaques, eh bien, il y a 50% qui vont parmi tous les patients qui vont réaliser un arrêt cardiaque en péropératoire, il y en a 50% qui ont des cardiopathies congénitales. Donc ça, c'est pour dessiner un peu le terrain. Ensuite, c'était pour vous montrer par un exemple pratique qui date déjà de plusieurs années que la récupération accélérée après une chirurgie
c'est, amélioré après chirurgie, c'est possible et ça a déjà été réalisé donc, par, une équipe, de la PHP et avec des présentations, hein, dont je me suis là largement inspiré et qui montrent que finalement pour une chirurgie, de rachis en opératoire, eh bien c'est possible et ça montre des effets. Alors du coup, qu'est-ce qu'ils ont réalisé en équipe pluridisciplinaire dans cette équipe pour la récupération accélérée, après chirurgie du rachis? Et enfin améliorée pardon, je confonds toujours. Eh bien, c'est finalement, toute une stratégie, disciplinaire, hein, multiprofessionnelle, de d'information, de lutte de screening des patients, d'évaluer aussi les besoins nutritionnels, les comorbidités, d'évaluer et d'informer en ce qui concerne la gestion de la douleur périopératoire et puis aussi d'anticiper finalement les programmes, PBM, c'est-à-dire Patient Blood Management, donc finalement la gestion du risque d'anémie et d'hémorragie avec un objectif d'épargne sanguine, bon, premièrement, prévenir, mais aussi de supplémentation martiale et en EPO pour augmenter l'hémoglobine des patients pour la chirurgie du rachis. Pour rappel, pour celles et ceux qui sont peut-être pas coutumiers, la chirurgie du rachis, c'est une chirurgie qui est très souvent hémorragique et donc on a une grande spoliation sanguine péropératoire. En intraopératoire, bah, ils ont continué sur cette stratégie PBM, donc d'épargne sanguine et donc avec du cell saver pour récupérer le sang. Ils ont aussi, décidé d'investir beaucoup sur l'analgésie, péricentromédulaire avec une arachimorphine, d'utiliser des médicaments qui vont bien faire, leurs évidences en chirurgie cardiaque en chirurgie, également en général, adulte, c'est l'acide tranexamique avec des bolus et un entretien et puis, finalement aussi, la gestion de la douleur avec, une gestion multimodale et même, une gestion avec le moins possible, de morphinique. Bon, vous avez compris qu'il y avait de la morphine en intrathècal, mais par contre, le moins possible de morphine en péropératoire. Je parle du péropératoire. L'antibioprophylaxie sur 48 heures, hein, ça peut se discuter aussi évidemment, mais pour le rachis, ça reste encore parmi des pratiques. Et puis du coup, une optimisation multimodale avec l'utilisation de la dexméthyldomidine, l'association avec de la kétamine. Et à l'issue, quand ils ont regardé finalement leurs résultats en termes de dose de morphine, eh bien, il y a une réduction importante, en tout cas significative, finalement, de l'utilisation de la morphine en alors, vous avez compris qu'il n'y en avait pas en péri-opératoire, mais aussi surtout en post-opératoire et sans indésirables, retenue. De la même manière, en post-opératoire, donc ils avaient une stratégie, donc comme on a déjà vu, hein, avec l'antibioprophylaxie, mais aussi une stratégie multimodale et cette fois-ci, il y avait évidemment l'utilisation aussi, de la morphine en post-opératoire, hein. Ça fait partie des recommandations actualisées aussi. Donc pour gérer la douleur de façon plus efficace, mais aussi de façon mécanique avec des corsets réfrigérants, l'ablation de tous les dispositifs externes dès que possible. On pense au sonde urinaire, on pense au drain, on pense au redon, on pense au sonde nasogastrique, etc., etc. La mobilisation active précoce et le transfert vers un centre d'expertise de rééducation. Et là, de la même manière, en fait, ils se sont rendus compte qu'ils avaient, de façon très significative, sur des résultats, donc d'une cohorte qui est quand même pas négligeable, hein, près de 80 sujets dans chaque groupe, eh bien, des réductions en termes d'analgésie, en termes évidemment du drainage, et puis aussi bah, le sondage vésical, finalement, on le retire plus tôt quand on protocolise le retrait plus tôt, mais on a aussi moins d'occurrences de constipation, et la durée d'hospitalisation, vous voyez, elle est quand même très largement réduite, on passe de 7 jours à 4 jours. Donc on parle de l'hospitalisation avant le transfert vers les centres de rééducation. Et donc du coup, qu'est-ce qu'ils ont dit? Bah, il faut évidemment, quelques années comme je vous disais, hein, mais poursuivre cet aspect novateur, de la démarche, et de faire en sorte d'avoir un travail multidisciplinaire, interprofessionnel, pour permettre finalement ceci d'exister. Les inconvénients, c'est que ça peut prendre du temps, ça peut être répétitif, ça demande de s'asseoir autour d'une table, de négocier, de discuter et de changer des pratiques qui sont parfois des habitudes de service bien ancrées hem, dans la routine, j'allais dire et de se poser, des questions permanentes, de savoir, mais finalement, quels sont les freins? Est-ce qu'on peut les lever? Et comment on peut faire pour, appliquer au mieux et au plus possible de patients ce type de procédure? Et donc ça, c'était pour vous dire qu'en fait, c'est possible. C'est possible en chirurgie du rachis. Vous allez dire: «Oui, mais la chirurgie cardiaque, c'est un peu plus compliqué». Non, en fait, c'est pas plus compliqué, hein. Dans les faits, il s'agit surtout, je pense, de motivation et puis, d'opportunités locales, d'organisation pour permettre finalement, à ce projet de récupération améliorée après chirurgie, cette fois-ci cardiaque pédiatrique, d'exister. Alors vous allez me dire: «Oui, mais dans le PBM, il y a quand même aussi, toute une gestion de la circulation extracorporelle avec un priming et donc ça vient un peu complexifier la stratégie». Oui, là, c'est vrai, vous avez raison. Il y a probablement un effet poids
au-delà, au-dessous duquel la circulation extracorporelle nécessite finalement un priming qui va probablement être réalisé avec des produits sanguins, donc c'est-à-dire des CGR à minima. Et donc ça va probablement complexifier la stratégie PBM préopératoire, encore que finalement, bah, ça fait peut-être 1 ou 2 cases de plus, mais un algorithme qui, à mon avis, est tout à fait organisable. L'autre chose que vous allez dire, c'est oui, mais en fait, c'est plus compliqué parce qu'on a un certain nombre de centres de recours et donc les patients, les familles, on les voit moins bien. On les voit moins bien, ils sont plus loin. C'est toujours un peu gênant de déplacer des familles, des enfants, leur faire parfois 400, 600 kilomètres et je parle pas des dom-toms, hein, où parfois, bah, évidemment, c'est beaucoup plus complexe, ou des projets mécénat. Les patients viennent complètement, en fait, d'un autre pays pour venir se faire opérer. En France, dans les plateaux techniques connus. Mais on voit que ça peut complexifier effectivement la prise en charge quand on n'a que 10 centres, grosso modo, médico-chirurgicaux en France métropolitaine. Bah, du coup, ceux qui habitent très loin, ça peut être un peu plus complexe. Mais à nouveau, je pense que c'est surtout une question de motivation et une question d'organisation, parce que bah, il existe un certain nombre d'actions qui peuvent être suivies à distance et qui peuvent être réalisées aussi à distance. Quand on pense par exemple à l'administration de fer, de PO, de ce type de suivi, bah, il y a quand même des laboratoires qui existent, et puis de plus en plus des possibilités d'administrer finalement ce fer en une seule et unique dose, répétée uniquement si jamais l'effet n'était pas significatif. Donc voilà, c'était pour vous partager un peu mes premières impressions en termes de récupération. Maintenant, si vous voulez bien, on va passer directement à des préparations plus globales hein, concernant la chirurgie donc pédiatrique de façon un peu générale. Et donc là, vous voyez qu'il y a déjà des recommandations qui ont été éditées donc sur la base des accords avec la méthodologie GRAD. Et donc ils ont proposé un certain nombre de recours. Là, il faudrait les lire, hein. Mais vous voyez, c'est les encadrés qui sont finalement, si vous voulez pas aller voir l'argumentaire, vous pouvez lire les encadrés. Et donc il y a un certain nombre de questions d'experts qui ont été posées euh, auxquelles ils ont répondu en regardant uniquement la littérature. Et quand la littérature ne répond pas, alors dans ce cas-là, ce sont la littérature ne répond pas précisément à la question, j'allais dire. Alors, normalement, ce sont des avis d'experts. Ici, vous voyez, quand ce sont des accords forts, c'est qu'il y a de la littérature en faveur. Alors, l'argumentaire est là pour vous en convaincre. Et donc, du coup, quelle est la place des dispositifs supraglottiques et des sondes d'intubation en anesthésie pédiatrique? Donc, probablement recommandé d'utiliser un dispositif supraglottique plutôt qu'une sonde d'intubation en cas de chirurgie superficielle programmée de courte durée, afin de diminuer l'incidence de laryngospasme et d'hypoxémie au retrait du dispositif. Bon, là, du coup, pour la chirurgie cardiaque, bah, c'est peut-être moins en lien avec la circulation extracorporelle et la chirurgie cardiaque complexe, mais il y a un certain nombre de gestes qui sont nécessaires et qui peuvent être réalisés en dehors de la chirurgie cardiaque. On pense par exemple au SAV, hein, quand il y a des fils d'acier qui persistent ou qu'il y a des interventions d'électrophysiologie qui peuvent être réalisées, des cathétérismes, etc. Recommandation, elle mérite d'être connue. Ensuite, faut-il utiliser un curare pour intuber un enfant? Et donc là, bah, vous voyez que les conditions, il est probablement hein, recommandé d'utiliser un curare non dépolarisant pour améliorer les conditions d'intubation au cours de l'anesthésie générale. Ce sont le même type de recommandations qu'on a également chez les adultes, c'est-à-dire que lorsqu'on veut intuber, il est recommandé d'utiliser un curare. Les sondes à ballonnet dans l'intubation de l'enfant, donc là, on pense évidemment aux petits, hein, et donc il est recommandé d'utiliser des sondes à ballonnet plutôt que des sondes sans ballonnet et de monitorer la pression du ballonnet sans dépasser 20 centimètres d'eau. Donc ça, c'est également quelque chose qui a été exprimé par CRFE. Ensuite, il est probablement recommandé d'utiliser des vidéolaryngoscopes en première intention chez les patients qui ont des intubations difficiles. Ça, c'est prévu, hein. Donc là, je sais pas, je vous pose la question. Est-ce que vous avez des vidéolaryngoscopes dans vos services? Est-ce qu'ils sont adaptés à tout âge et tout poids? Est-ce que vous les utilisez également dans les situations prévues d'intubation non difficile? Et donc là, j'imagine que depuis 2019, il y a probablement eu un peu de changement aussi et des attitudes de service. Ensuite, il y a évidemment des recommandations. On va passer rapidement sur la ventilation et l'intubation difficile en pédiatrie avec des algorithmes qui sont présents, qui sont proposés. Bon, ça fait 2015, hein, donc c'est peut-être enfin, un peu ancien, on va dire, ça fait 10 ans. Mais vous savez que vous avez aussi des algorithmes et des checklists de gestion de crise qui sont disponibles sur le site de l'ASFAR
gratuitement et que vous pouvez utiliser, implémenter dans vos services si jamais vous aviez pas le temps ou pas le souhait ou vous trouviez ça parfait, pour ne pas avoir à les adapter à votre écosystème local. Le mieux étant évidemment, comme toujours, d'adapter à l'écosystème local en créant vous-même vos propres checklists basées sur ou recommandations en cognitives basées sur les recommandations des sociétés savantes, évidemment. Pourquoi? Parce que découvrir une checklist au moment où on en a besoin, bah, c'est trop tard, hein. Ça n'a plus du tout de sens, excusez-moi. Ouais, Roland, je suis désolé, je donne cours là en ce moment. Je peux te rappeler? Merci, à tout à l'heure. Du coup, excusez-moi. Donc, du coup, voilà, ce que je disais, c'est que avoir une checklist, la mettre en place et puis dire on en avait une, ça n'est pas suffisant. Vous devez évidemment la connaître par cœur, faire en sorte que les équipes la connaissent par cœur. Ou alors, bah, une bonne façon de faire, c'est faire travailler justement une partie de l'équipe sur une checklist qui va plus facilement la promouvoir dans le service après. Donc voilà, ça c'est à nouveau, hein, c'est rien de très spécifique à la chirurgie cardiaque, intubation, ventilation difficile, préparation, optimisation et dedans, bah, finalement, nous, on a parfois la case du: «Ah bah, on peut avoir éventuellement la prise en charge en urgence avec, l'ECMO», évidemment, mais en fait, ça n'est pas suffisant. Il faut, d'abord et avant tout prévoir d'éviter, de mettre en place l'assistance circulatoire et donc d'optimiser les différents outils, les aides potentielles, que vous pouvez avoir à mobiliser en situation, de difficulté, d'intubation ou de ventilation prévisible ou imprévisible. Et donc ça, c'est d'autant plus important en chirurgie cardiaque pédiatrique que un certain nombre de patients avec des cardiopathies congénitales ont également finalement d'autres comorbidités ou choses, enfin symptômes syndromes qui sont associés et qui vont entraîner des difficultés de facto. La trisomie 21, par exemple, elle est associée à un certain nombre de facteurs et si vous avez endormi un patient avec un syndrome de Down, compte qu'il y avait une protrusion de la langue qui était importante, donc un espace à l'intérieur de la bouche qui était beaucoup plus encombré que pour un patient qui n'en avait pas, et également très souvent un rétrécissement sous-glottique. Donc ça en fait de facto des patients qui vont être probablement difficiles à ventiler et peut-être aussi difficiles à intuber. Les syndromes de Dijorge peuvent avoir aussi une petite bouche et des trachéomalacies. Les absos peuvent avoir des trachéobronchomalacies et des compressions vasculaires qui sont en lien avec leur cardiopathie. Et il y a parfois des patients qui ont des arcs vasculaires anormaux qui vont entraîner également des compressions trachéales. Donc tout ça, ça vous donne envie d'aller voir aussi les scanners préopératoires pour éventuellement aller mesurer directement la distance et le positionnement de votre sonde d'intubation et vérifier que l'arbre trachéobronchique soit à peu près OK pour ne pas se retrouver dans des difficultés supplémentaires de ventilation ou d'oxygénation ou d'intubation, pardon. Voilà. L'étude, donc Apricot également, donc en 2017, qui s'intéressait, à la population donc de pédiatrie en ce qui concerne finalement, les événements indésirables, en opératoire, père-anesthésique. Elle a montré, je vais passer à la diapo suivante, que finalement, la plupart des événements critiques, survenaient, dans la période, des seuils de moins de 3 ans, en ce qui concerne, les problématiques qui sont respiratoires. Sur le côté bleu, donc du côté droit de ce diagramme, vous pouvez voir effectivement qu'il y a quand même une grosse proportion d'événements respiratoires qui surviennent, finalement avant ou pendant les 3 premières années de la vie. Alors oui, on pense évidemment bronchospasme et cetera, mais comme je vous dis, il y a également probablement des difficultés au niveau, de l'exposition. Tout est beaucoup plus petit. Et le patient a en plus de ça une hyperréactivité bronchique qui est plus importante et un risque de laryngospasme, comme on vient de le dire. Mais vous constatez aussi que du côté orange, du côté cardiovasculaire, il y a quand même aussi un grand pourcentage, enfin, une incidence d'événements critiques qui survient finalement dans la première année, hein. Donc, c'est pas du tout négligeable. Et donc, c'est en lien aussi avec l'étude qu'on a vue précédemment. Au-delà de ces 3 ans, finalement, l'incidence au niveau cardiovasculaire, bah, elle redevient vers des choses qui sont plutôt, j'allais dire assez faibles, en tout cas proportionnellement, et au niveau respiratoire, on a une baisse importante, de l'événement de l'occurrence. Donc ça fait que ce seuil de 3 ans, mais j'allais dire qu'au niveau cardiovasculaire, ce seuil de 1 an est important aussi à prendre en compte dans, la prévision d'un certain nombre de risques d'événements cardiovasculaires ou respiratoires, en opératoire, en tout cas en anesthésique. Ça, c'est venu donc finalement insister sur la notion des PRAE, c'est-à-dire Perioperative Respiratory Adverse Events. En clair, ce sont donc les événements indésirables qui sont d'origine respiratoire et qui surviennent dans la période périopératoire, avant, pendant et après.
et effectivement, on a constaté qu'il y avait, beaucoup plus, de proportions de risques, comme je le disais à nouveau, je me répète, de laryngospasme, de désaturation, de bronchospasme et cetera. Ce d'autant que, l'enfant a moins de 3 ans. Et donc on a effectivement, des hypoxies brutales et rapides qui peuvent survenir lors de l'induction de l'anesthésie, des bradycardies qui peuvent être rapides et qui peuvent aussi, assez, enfin voilà, assez rapidement, avec, l'hypoxémie. Tout ça va beaucoup plus vite chez l'enfant, ce d'autant qu'il est plus petit. Alors la bonne nouvelle, c'est que ça va beaucoup plus vite vers la dégradation. Ça, c'est pas une bonne nouvelle, mais vers l'amélioration, ça, c'est une bonne nouvelle. C'est-à-dire que finalement, l'enfant va aussi, récupérer très probablement beaucoup plus vite que, son grand-père ou sa grand-mère, qui auraient le même problématique. Cependant, ces épisodes respiratoires qui quand ils surviennent et qui s'entraînent notamment bradycardie, parfois arrêt cardiaque, évidemment, ils peuvent mettre en jeu le pronostic vital. Donc du coup, c'est loin d'être à négliger et je pense qu'il faut être bien proactif quand on a une situation de laryngospasme important et ne pas se contenter de répéter ce qu'on a parfois entendu. En tout cas, j'espère que vous l'avez pas entendu, mais moi, j'ai déjà entendu en disant: «Ne t'inquiète pas, quand le patient sera en arrêt cardiaque, la glotte va s'ouvrir et du coup, tu pourras l'intuber facilement». Alors OK, ça me semble être effectivement une sorte de dernier, parachute de secours qui va s'ouvrir 300 mètres avant, de heurter le sol, c'est-à-dire le décès et finalement, l'absence de problématiques, enfin comment dire? Avant que le cerveau effectivement ne soit totalement, abîmé par, l'hypoxie et puis par l'arrêt circulatoire. Cependant, je vous rappelle que nous, on prend en charge beaucoup de patients qui ont des cardiopathies congénitales. Ça vient complexifier énormément aussi leur récupération, potentielle. Donc, ne vous cachez pas derrière ce type, d'argumentaire et soyez proactifs en évitant au maximum finalement que le patient n'arrive dans un état d'insuffisance circulatoire lorsqu'il est en situation de détresse respiratoire, de difficultés au niveau de la ventilation, de l'oxygénation et donc dans des situations de laryngospasme, il ne faut pas attendre, il faut être proactif pour lever ce laryngospasme le plus vite possible et non pas, accepter potentiellement que finalement, ça ira mieux lorsque le patient sera totalement, j'allais dire, vide de toute oxygénation entraînant finalement une ouverture de ses cordes vocales de facto parce que finalement il y a plus les muscles, il y a plus l'oxygène pour les muscles qui entraînent ce laryngospasme. Bref, vous avez compris, c'est donc important d'être prêt à faire face au pire des prais, possibles et notamment dans les 3 premières années. Les particularités anatomiques des voies aériennes de l'enfant, donc je vais passer rapidement, mais c'est vrai qu'on a grosso modo un massif facial qui est quand même un peu plus encombré avec des difficultés pour, l'air, pour pouvoir, venir, un peu plus de turbulence que chez l'adulte, qui a souvent une glotte bien plus ouverte que celle que l'on peut voir sur cette photo de gauche, d'un enfant de 4 ans, où on voit clairement des aryténoïdes qui sont en proportion, hein, la partie basale, de la photo là, qui sont en proportion, beaucoup plus grande chez l'enfant par rapport à la lumière qui est à l'intérieur, des cordes vocales, et une, glotte, pardon, une épiglotte donc cette lame, cartilagineuse qui est au-dessus et qui vient protéger pendant la déglutition, qui est aussi également beaucoup plus grande, beaucoup plus grosse, beaucoup plus proéminente, qu'en proportion chez l'enfant et quand on va voir le nouveau-né, donc sur la photo de droite, vous voyez que l'anatomie, alors elle est franchement très, très différente. On distingue même pas les cordes vocales, hein. On voit, du coup une épiglotte qui est également donc très grande en termes de proportion par rapport à la lumière et puis, finalement des aryténoïdes qui sont énormes et ouais, qui sont, très très volumineuses et puis là, on voit même pas finalement, les bandelettes ventriculaires, hein, qui sont les muscles ventriculaires, qui sont autour de la, qui sont autour des cordes vocales, hein, qui sont les muscles qui vont venir ouvrir ou fermer les cordes vocales. On voit mieux sur la photo de 4 ans, et qu'on voit encore mieux chez les adultes évidemment. Là, on les voit même plus, hein, en fait, vous voyez que c'est une anatomie qui est très différente. Alors, tous les enfants n'ont pas une sonde nasogastrique, hein. Si vous regardez tout en bas, à droite, sur la photo du nouveau-né, il y a une petite sonde nasogastrique qui est là. Donc ici, il s'agit finalement d'une exposition. On voit pas non plus la lame de laryngoscopie, donc c'est probablement plutôt des photos qui viennent, de fibroscopie, d'ORL. Mais, vous imaginez bien là, en voyant cette photo du nouveau-né, qu'il ne faudra probablement pas plus qu'1 ou 2 tentatives d'intubation inefficace, infructueuse, pour entraîner un œdème de la muqueuse enfin, du larynx. Pourquoi pas aussi de l'épiglotte si jamais elle avait été chargée, par exemple inopinément, et entraîner du coup une intubation qui sera encore plus compliquée.
Donc quand on dit chez l'adulte: «Attention, intubation difficile», c'est 2 tentatives et au bout de la deuxième tentative, on est dans une situation d'intubation difficile, de facto, donc c'est-à-dire qu'il faut appliquer l'algorithme de prise en charge de cette intubation difficile. En pédiatrie, ça peut être, déjà au bout de la première, hein. Et à nouveau, je vous dis, chaque fois que vous allez avoir une exposition, vous allez avoir une lame qui va venir comprimer, entraîner un œdème local à minima. Chaque fois que vous allez avoir une tentative d'intubation, donc de passage de cette corde, de ces cordes vocales qui est infructueuse, vous allez avoir aussi finalement un œdème, du saignement, et ça va rendre les situations de plus en plus compliquées. Donc tout ça, c'est pour dire que l'intubation du nouveau-né, l'intubation de l'enfant, c'est pas à prendre à la légère et ça peut devenir très 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 compliqué dès lors qu'il n'est pas réalisé une information, une préparation, une formation qui soit minutieuse, qui permette justement de prendre conscience que le geste doit être délicat, doit être précis, doit être coordonné. Ce d'autant que, je vous rappelle, les patients qui ont des cardiopathies congénitales, très souvent, ils ont une CRF qui est encore plus altérée, ou plutôt pas qu'une CRF, mais surtout, ils ont finalement un temps d'apnée normoxique qui va être beaucoup plus réduit également. Donc en clair, vous avez très peu de temps avant de voir apparaître une désaturation importante du patient. Donc voilà, ça c'était pour insister, mais peut-être que ça n'a rien de bien spécifique avec le patient de cardiopathie congénitale. Simplement, il y a le manque d'oxygène qui peut être plus important encore, et donc finalement le temps qui est encore plus réduit. Donc un éveil par rapport à ça. Alors l'enfant enrhumé, ça c'est une grande spécificité. On a vu donc que les cordes vocales, l'ensemble de la filière était rétrécie. Si en plus de ça, elle est encombrée par tout un tas de pus, là, cette photo, elle est assez sympa. Ça permet de montrer quand même qu'effectivement il y a du matériel à l'intérieur, hein. C'est ce qu'on appelle la mouche, mais en fait c'est du pu, hein. Donc du coup, eh bien ça va augmenter considérablement le risque finalement de réaliser des PRAE, et donc ça sera à prendre en compte également dans la gestion finalement des voies aériennes de l'enfant enrhumé. Donc vous avez entendu en guise de recommandation que le dispositif supraglottique, donc pour parler vulgairement, le masque laryngé, entraîne moins de complications au niveau respiratoire que la sonde d'intubation, et ce d'autant si le patient est en situation d'enrhumé, enfin d'infection ORL. Du coup, voilà, ça fait sens à ce niveau-là. Et donc après, on va voir ensemble. Donc, bon, les facteurs, ça, je vous en ai parlé, j'avance, hein. Mais finalement, dans l'étude du Lancet de 2010, on montre que finalement, il y a quand même une augmentation du risque de complications et donc de TIA en fonction de l'occurrence de symptomatologie d'infection des voies aériennes et notamment des ORL. Et donc là, par exemple, green runny nose, ça veut dire finalement que c'est du rhume qui est vert ou jaune, donc c'est ce qu'on a vu sur la photo précédente. Donc en fait, c'est pas une rhinorrhée claire translucide, c'est vraiment une rhinorrhée purulente. La toux grasse, moist, donc c'est la toux grasse également. Et puis la fièvre. Ces 3 facteurs-là sont des facteurs qui aggravent finalement le risque, l'occurrence de bronchospasme et de laryngospasme. Et donc ces 3 facteurs-là sont les facteurs qui qui demandent finalement un décalage de l'intervention. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de se rendre compte que finalement, lorsqu'on décale l'intervention de à peu près 2 à 4 semaines, c'est-à-dire que le patient a un nez qui coule gras, le patient a une toux grasse et le patient a eu de la fièvre, eh bien, on se rend compte que finalement, le risque relatif dans les 2 à 4 semaines, il est réduit cette fois-ci. Donc, c'est-à-dire qu'il ne faut pas brutalement se dire on va décaler l'intervention de 4 semaines, un point c'est tout, mais peut-être de la décaler de 2 à 4 semaines, puisqu'on va avoir un surrisque si jamais on a une intervention qui intervient dans les 2 semaines. Par contre, on va avoir une réduction du risque si ça intervient dans les 2 à 4 semaines. Alors pourquoi ça? Je sais pas exactement. Est-ce que c'est justement parce qu'on est sur une période inter-crise, inter-infection, et du coup il y a moins de risques, entre guillemets, parce qu'il n'est pas en train de refaire une nouvelle infection qui passerait inaperçue lors de l'induction qui sera réalisée à 4 à 6 semaines? Ou est-ce que c'est parce que le patient s'est préparé, entre guillemets, et s'est repréparé, et donc du coup il diminue le risque d'occurrence de bronchospasme de manière un peu interne, enfin mécanique, ça, je sais pas, mais en tout cas, ces data, elles sont intéressantes. Donc elles disent que finalement, le patient, quand il a le nez qui coule gras,
la toux grasse ou de la fièvre, et ben, on le décale de 2 à 4 semaines. Alors bon, bah, ça demande un petit peu de flexibilité sur les plannings, hein, mais vous avez des datas pour en parler, pour justifier ça. Alors par contre, quand on a un bronchospasme, c'est-à-dire une symptomatologie bronchospastique, donc de type asthme, alors là, c'est pas 2 à 4 semaines. Il faut décaler, a priori, de au moins 6 semaines. On va en reparler. Donc là, vous voyez des photos, voilà, des images très provocatrices de ce que sont finalement, de ce qui représente une bronche en situation d'exacerbation d'asthme ou de bronchospasme, etc. On va en reparler juste un petit peu après. Ensuite, il y a eu d'autres facteurs, mais c'est vrai que ça nous concerne peut-être un tout petit peu moins. C'est concernant les végétations, concernant les endoscopies. Mais bon, on voit quand même que quand on a des patients qui ont des environnements à risque, c'est-à-dire des infections des voies aériennes, de l'asthme, et qu'il y a un geste chirurgical ou chirurgical d'agression des voies aériennes, alors ça augmente considérablement aussi le risque d'occurrence de PRAE ou de problématiques de complications périopératoires. Voilà. En ce qui concerne les différents facteurs, donc il y a eu des études aussi qui ont montré que lorsqu'on utilisait une prémédication, ça pourrait réduire l'incidence du PRAE. Alors, OK, peut-être parce que justement, il y a moins de sensibilité et de risque au laryngospasme, mais attention, bah, la prémédication du côté cardiaque, notamment du côté du patient cyanogène, ça peut être un risque aussi important si elle est mal dosée et que le patient se met à avoir des difficultés respiratoires. Dans ce cas-là, ça peut être un piège aussi. Donc, ça sera donc à doser au bon patient en fonction de sa cardiopathie et donc de sa réserve respiratoire. Par contre, l'utilisation d'aérosols de salbutamol, donc là, bah, ça a été largement recommandé également en situation de patient qui est à risque de faire des PRAE, et pour lequel on veut réduire l'occurrence de risque de bronchospasme. J'avance. Induction inhalatoire versus intraveineuse, bah, il y a des discussions pour dire aussi que finalement l'induction intraveineuse serait à réduction du risque d'occurrence de PRAE, donc de laryngospasme ou bronchospasme. Mais bon, ça nécessite du coup d'avoir une voie veineuse périphérique qui est déjà en place au départ. Je vous entends plus. Allô, allô? Je Vous désactive entendez? Oui, et c'est je revenu. c'est revenu. Voilà. Là, normalement, vous devriez m'entendre à nouveau, c'est le cas? Oui, mais on voit plus votre écran. Voilà, là, normalement, ça devrait C'est être bon. revenu. C'est bon? Donc, où est-ce que vous en étiez arrêté? On était sur la prévention par les aérosols de salbutamol. On était juste après. D'accord. Voilà. Bon, bah, La juste là. prévention des événements respiratoires. Par contre, on n'a pas votre diaporama. Ah, vous avez pas le diaporama encore? Bah, ça, c'est fou, hein. Bon, alors, j'imagine que chaque fois que je fais ça, il faut que je départage, partager et repartager tout l'écran. Hop, partager. Hop, ici. Et diaporama. Toc. Est-ce que c'est bon comme ça? Oui. Ah, bah, Oui. super. On continue. Donc, des recommandations pour dire que finalement, l'induction par voie veineuse périphérique sur un enfant éveillé, ça permettrait finalement de réduire l'incidence de PRAE. Mais à nouveau, moi, j'émettais quand même une réserve, c'est-à-dire qu'il faut que l'enfant soit compliant, conciliant et qu'il soit pas en train de s'énerver parce que vous avez quand même un facteur de risque qui est, je pense, non négligeable, qui est le fait que l'enfant s'énerve, devienne hyper sécrétant, du simple fait de pleurer et de s'agiter en pré-anesthésique. Donc, si on perdrait à ce moment-là, à mon avis, hein, le bénéfice de cette induction intraveineuse du fait que l'enfant soit hurlant et hyper agité pendant la procédure. Donc ça reste à juger et probablement que le plus important c'est d'avoir des équipes qui sont entraînées et qui sont habiles et prêtes à réagir en situation d'occurrence de ce type de prêt. Le spray sur les voies aériennes, bon bah là c'est pas très clair en fait, hein. C'est pas très clair.
Vous voyez que, bah, lui-même, le stress sur les voies aériennes, donc sur les cordes vocales, hein, pour faire simple, bah, ça peut entraîner finalement aussi un laryngospasme si jamais, l'induction n'était pas assez profonde et si l'induction a été suffisamment profonde et ben, est-ce que ça mérite finalement, véritablement de réaliser ce spray? Alors vous allez me dire: «Oui, bon, la plupart des patients, vous nous avez dit, il faut les intuber, il faut les curariser». Alors si on les curarise, normalement, les cordes vocales, elles sont paraplégiques, enfin, elles sont plégiques, enfin, elles sont bloquées. Donc effectivement, vous voyez que la lidocaïne en spray, c'est peut-être pas forcément un gros problème, mais il y a quand même des anesthésistes qui se questionnent à ce sujet, probablement voilà, pour clarifier ce point. Nous, typiquement, dans le service, on curarise tous nos patients qui sont intubés, grosso modo, hein. Donc, du coup, on n'utilise pas la lidocaïne en spray sur les voies aériennes. Le contrôle, l'interface du contrôle de l'airway, donc ça, c'est les recommandations dont on a parlé, hein, et on a dit moins on est invasif, moins on a de chances finalement de brutaliser, de toucher, de sensibiliser ses cordes vocales et donc d'avoir de risque de laryngospasme, par exemple. Donc ça va pour les procédures finalement qui sont plus légères, qui ne sont pas des procédures de chirurgie cardiaque. Et où, dans ce contexte, si l'enfant, bah, il est malade, il est infecté, et qu'il y a quand même une procédure, légère, donc très courte, pour laquelle on n'a pas besoin d'intubation, se poser la question, en savoir s'il faut mettre un masque laryngé ou un masque facial, ça peut se poser comme question. Ça sera probablement en fonction de l'expertise de l'équipe, probablement aussi en fonction, de la durée de la chirurgie. Mais vous voyez qu'il y a des facteurs, enfin voilà, qu'il y a une incidence de près qui est en fonction de la voilà, du fait de toucher ou de s'approcher des cordes vocales du patient. Ensuite, bah, il y a des stratégies hein, qui sont probablement des affaires aussi d'école en ce qui concerne l'ablation des dispositifs, que ce soit des masques laryngés ou que ce soit des sondes d'intubation. Faut-il les retirer alors que le patient est totalement et profondément endormi ou le retirer lorsque le patient est totalement réveillé, c'est-à-dire qu'il a récupéré des, des réflexes de déglutition et qu'il est capable de bouger au niveau cortical donc pas au niveau de son tronc cérébral, hein, la déglutition fait partie, mais plutôt vraiment des membres, donc une mobilisation active de membres. On se dit bon bah là le cortex est bien réveillé, j'allais dire. Donc ça c'est une affaire encore d'école. Par contre, ce qu'on dit c'est qu'on va éviter, et là tout le monde est d'accord, on va éviter des périodes intermédiaires, c'est-à-dire le moment où finalement le patient il est en train de réveiller son tronc cérébral, mais il l'a pas encore totalement réveillé. Donc ça, c'est potentiellement guidé par les stades de Guedel lorsqu'on utilise des halogénés. On pense au sévoflurane, par exemple. Donc voilà. Ça, voilà, comme je vous dis, ça c'est une affaire d'école. Tout le monde aura un peu sa stratégie. Moi, personnellement, si vous voulez mon avis, même si ça vaut pas plus que celui de votre école, moi, en général, je fais en sorte que les enfants se retirent eux-mêmes le masque. Ça veut dire qu'ils sont totalement réveillés au niveau cortical. En tout cas, ils sont capables d'avoir une commande motrice coordonnée. Et donc, il y a moins de chances qu'ils réalisent, beaucoup moins de chances qu'ils réalisent un laryngospasme à ce moment-là. Et de la même façon pour les sondes d'intubation, à partir du moment où il n'y a pas de bronchospasme majeur qui a été décelé en opératoire. Ensuite, l'enfant enrhumé, donc vous voyez qu'il y a une stratégie hein, qui peut être mise en place, la kiné, des obstructions rhinopharyngées, la kinésithérapie des obstructions aussi auparavant, un aérosol de salbutamol réalisé dans l'heure qui précède la descente au bloc opératoire, pourquoi pas une prémédication si c'est nécessaire au niveau médicamenteux, j'entends. Une équipe expérimentée, évidemment. Une induction IV s'il y avait une voie veineuse, évidemment aussi. Mais s'il n'y en a pas, on fait ce qu'on fait le mieux, hein, comme écrit. Et puis, donc, du coup, on va s'adapter pour l'intubation. Et donc, à nouveau, bah, la curarisation, si on veut éviter le laryngospasme, mais une curarisation efficace pour laquelle on se laisse le temps, évidemment, de l'occurrence de cette curarisation. Et puis, une sédation qui soit appropriée également pour éviter le bronchospasme et pour éviter le laryngospasme en cas d'absence de curarisation efficace. Voilà. Alors, il y a un peu de littérature en ce qui concerne finalement l'occurrence des risques en chirurgie cardiaque, hein, plus spécifiquement. Et donc, ce qui est compris, c'est que finalement, lorsqu'il y a une infection donc virus, hein, virale préopératoire, il y a finalement une possibilité. Donc, c'est soit l'infection elle a été résolue, c'est-à-dire que le patient il est plutôt guérie, soit elle n'a pas encore été résolue. Et donc, vous voyez que finalement, les occurrences de la durée de la ventilation mécanique, elle est quand même vraiment allongée de manière très significative lorsque le patient il est endormi pour chirurgie cardiaque et donc opéré de chirurgie cardiaque alors qu'il a une infection virale qui n'a pas été résolue. Donc effectivement, le collectif qui est inclus, il est discutable, hein, parce que vous voyez, on a 5 sujets versus 20
dans la partie encadrée à droite, mais un petit P qui est largement significatif avec finalement une durée de la ventilation mécanique qui est très, très, très prolongée quand on voit en comparaison avec les 72 jours de l'autre côté. Donc ça fait un peu réfléchir effectivement. Et donc ça donne aussi envie avec ces données-là de bien soigner l'infection en préopératoire. Mais si l'infection survenait aussi en post-opératoire, et ben du coup on a également une augmentation de la durée de la ventilation mécanique, de la durée de séjour à l'hôpital et en soins intensifs, mais également finalement de manière significative sur la mortalité intra-hospitalière. Alors oui, ils vont critiquer quand même leur étude en rappelant que finalement ils n'ont pas forcément testé la totalité de tous les patients avec, des PCR exhaustives et que peut-être qu'on pourrait, tester ça de façon plus importante pour voir s'il y avait des spécificités. En l'occurrence, ça c'est une perte de centre, je pense. Mais voilà, gardons en tête simplement qu'une infection en périopératoire proche, hein, donc on a dit dans les 2 semaines, même en chirurgie cardiaque, donc en situation d'urgence, c'est, un risque. Si on ne peut pas décaler l'intervention, c'est une intervention qui est nécessaire, parce que là, sinon la prévention veut qu'on la décale de 2 à 4 semaines, voire, de plus, de 6 semaines si, il y a une hyperactivité bronchique. Si on ne peut pas la décaler parce que c'est un rapport bénéfice-risque qui est en faveur de l'intervention, bah, il faut que dans le rapport bénéfice-risque, on sache qu'on s'expose à davantage de prêts et qu'on s'expose à une durée d'hospitalisation bien prolongée. Voilà, ça, vous devez le garder en tête et justement le mettre sur la balance de la balance bénéfice-risque de l'intervention, de maintenir l'intervention. De la même façon qu'une infection qui survient en opératoire ou en post-opératoire va prolonger considérablement la durée de séjour du patient et ses complications. Voilà un petit peu les différentes stratégies qu'on peut voir ensemble. Et donc, vous voyez qu'il y a eu ces RFE là, de 2019 dont on a déjà parlé et qui reprennent à nouveau. Donc là, c'est juste pour vous dire que les recommandations disent, bah oui, c'est bien de réaliser une nébulisation. Enfin, c'est probablement bien de réaliser une nébulisation de salbutamol avant de réaliser une anesthésie générale chez l'enfant qui est enrhumé. Et de la même façon que bah, c'est recommandé d'utiliser la lidocaïne pour diminuer les conséquences respiratoires, mais à nouveau, bon, c'est à mettre en balance avec la curarisation, je pense. Et puis, ils conseillent aussi de ne pas utiliser le deslurane. Bon, ça tombe bien parce que du côté écologique, le deslurane, il n'a pas non plus la cote comparé avec les autres halogénés. Je parle surtout avec le sévoflurane, qui est donc recommandé à 2 titres. Le premier, c'est par rapport à l'aspect écologique et le deuxième, c'est par rapport au fait qu'il y ait moins, d'après l'avis d'experts, il n'y a pas de données de littérature, mais d'après les experts, il y a moins d'occurrences de risques de PRAE ou de complications chez l'enfant enrhumé lorsqu'on utilise le sévoflurane par rapport au desflurane. Voilà. Alors maintenant, on va parler plus spécifiquement de l'opéré cardiaque. Alors, les classifications avec, enfin, comment dire, cette diapositive-là qui parle spécifiquement des shunts, vous allez en entendre parler pendant tout le DU. Si déjà hier, vous n'en avez pas tellement entendu parler, croyez-moi, enfin là, je fais totalement confiance à l'équipe pédagogique. Ça fait partie des points spécifiques de ce DU des cardiopathies congénitales. L'ensemble des shunts, vous allez en entendre parler énormément. Moi, ici, je fais juste un petit clin d'œil pour dire que ça doit rentrer aussi en ligne de compte dans votre préparation parce que, du coup, ça va conditionner votre stratégie, de prise en charge anesthésique et préopératoire, que de savoir si le shunt est droit-gauche, gauche-droit, que de savoir s'il y a un shunt évidemment et que de savoir si sur ce shunt vous pouvez agir ou pas. C'est-à-dire est-ce que c'est un shunt obligatoire ou un shunt facultatif? Et si c'est un shunt facultatif, ça veut dire que vous pouvez intervenir dessus et il existe un certain nombre de facteurs en lien avec la chimie, la physique, donc vous voyez les lois de la physique, hein, la pression, etc., ou la chimie, c'est-à-dire les médicaments qui vont entraîner donc une certaine réactivité au niveau des muscles bronchiques ou des muscles des artères pulmonaires ou des muscles, enfin voilà, que sais-je, vasculaires, etc. Donc en clair, vous pouvez interagir et puis du coup modifier ces champs. Donc tout ça, vous le connaîtrez bien par cœur à la fin, enfin pendant votre DU et à la fin de votre DU. J'insiste pas dessus. C'est juste pour vous dire que bah, dans la cardiopathie, le fait de connaître le patient et de savoir exactement ce que vous pouvez obtenir comme mécanique au niveau des shunts va conditionner aussi l'arsenal thérapeutique que vous allez préparer et mettre en place dans votre stratégie péropératoire. Et qu'il s'agit évidemment aussi d'une trajectoire à réfléchir en termes de trajectoire et donc d'équipes multidisciplinaires avec une réanimation qui peut être prolongée pour lesquelles finalement on aura besoin d'un certain nombre d'outils de monitorage prolongés et d'équipes qui vont participer à cette prise en charge lorsqu'elle se poursuit au-delà du bloc opératoire.
Donc en préparation, vous avez une consultation pré-anesthésique, hein, probablement que vous aurez des cours spécifiques dessus, et pour lesquels finalement il y aura un certain nombre de paramètres à recueillir, hein, qui sont la saturation, la mesure de pression non invasive au membre supérieur, au pluriel, les données cliniques, les données échographiques, les données biologiques aussi en lien avec l'hémoglobine par exemple, avec d'autres soucis, la tolérance à l'effort et à l'activité quotidienne, donc c'est-à-dire la capacité fonctionnelle du patient, et puis l'occurrence potentielle de troubles du rythme, de syncope ou de facteurs déclenchants qui sont en général des tournants vers la gravité de la maladie cardiaque, et donc à prendre vraiment en grande considération. Toute l'histoire de la cardiopathie, elle est souvent écrite et bien détaillée auparavant, avant que vous ne puissiez rencontrer le patient, puisque finalement, il a déjà été suivi par des cardiopédiatres, probablement de longue durée, de longue date, parfois même en anténatal déjà, et puis ensuite vu par un chirurgien qui vous indique finalement une intervention chirurgicale ou par des opérateurs qui vous indiquent l'intervention, le cathétérisme, que ce soit électrophysiologique ou pression. Et puis vous, vous allez probablement avoir par contre à screener également davantage finalement les autres éléments qui sont moins spécifiques, mais qui peuvent être d'autres anomalies, qui qui découlent directement de la cardiopathie congénitale, donc les conséquences de la cardiopathie congénitale sur d'autres fonctions d'organes, soit directement liées à des problématiques, pas de chance, ou des problématiques qui sont en lien avec des syndromes ou des symptômes particuliers. Alors, il y a eu en 2023 des recommandations pour la pratique professionnelle qui se sont attaquées à la prise en charge qui se sont attaquées à réaliser des recommandations basées sur la littérature et sur les avis d'experts sur finalement la prise en charge des patients avec cardiopathie congénitale à l'âge adulte, et donc pour des chirurgies non cardiaques. Et en fait, ces recommandations qui sont pour les adultes, elles sont quand même pour la plupart, assez transposable en termes de réflexion et de principe à ce qui est pris en charge finalement de la pédiatrie. Donc c'est pour ça que je reprends un certain nombre de diapositives, mais que je vous invite à lire ces RPP de 2023 que vous trouverez également sur le site de l'ASFAR notamment, et sur Internet, je pense assez facilement en libre accès. Sinon, vous le demandez, on vous les transmettra directement via le secrétariat. Et donc, en fonction finalement de la consultation d'anesthésie, on va pouvoir classer la cardiopathie congénitale en risque faible, intermédiaire ou risque élevé. Et aussi, on va regarder la classification physiologique du patient, c'est-à-dire sa classification NICA-CACHA. Est-ce qu'il y a des conséquences des absences au niveau hémodynamique, anatomique? Est-ce que le rythme cardiaque est normal ou pas? Et donc, est-ce qu'il existe, si on va vers des classifications physiologiques plus avancées, hein, B, C et puis D, est-ce qu'il existe finalement des conséquences importantes de la maladie avec des arythmies, des hypertensions artérielles, syndrome de Heisenberg, qu'il fallait classer finalement ces patients-là dans des statuts physiologiques à très très haut risque. Et ensuite, en fonction finalement du statut du risque lié à la cardiopathie et du statut physiologique, on va pouvoir classer les patients à risque, si vous voulez, en termes de risque préopératoire, donc pour des chirurgies qui sont pas forcément des chirurgies cardiaques, hein. Et donc là, vous voyez quand même qu'il y a un certain nombre de pathologies qui sont liées donc, à la pathologie directement, qui vont projeter le patient dans un statut physiologique qui est cohérent et qui est plus avancé. Par exemple, un patient qui a un shunt droit-gauche qui a finalement une HTAP, il est directement classé dans les catégories de risque cardio très élevées et dans des statuts physiologiques qui sont élevés. Donc il n'y a pas toujours de déclinaison qui soit, qui soit nuancée. Et il y a des patients pour lesquels, des pathologies pour lesquelles ça met directement un warning avec un red flag important sur la prise en charge à très haut risque. Donc j'avance pour pas tout décliner. Et après, quand vous corrélez ça finalement à un type de chirurgie, avec les risques qui sont des risques là qui pour le coup sont des risques inspirés pour les adultes, hein, pour les chirurgies adultes, des risques de mortalité selon la chirurgie, ça va vous donner finalement un tableau de classification de risque qui va être soit un risque composite faible, soit un risque composite intermédiaire, soit un risque composite élevé. Et cette stratification de risque, prenant en compte lié à la cardiopathie au patient, donc au retentissement fonctionnel de cette cardiopathie, et lié à la chirurgie que le patient va traverser, eh bien, finalement, une orientation vers est-ce que ce patient doit être pris en charge dans un centre expert. Donc, on parle d'un centre expert en cardiopathie congénitale, ou alors, non, pas forcément, puisqu'il s'agit d'un risque faible, et donc dans ce contexte-là, on n'a pas forcément besoin. Donc là, on ne parle pas de la prise en charge du patient avec chirurgie cardiaque, puisque de facto,
il y a un patient de pédiatrie qui va être pris en charge en chirurgie cardiaque pédiatrique, il sera normalement pris en charge dans un centre expert. Mais ça permet éventuellement de guider pour les avis que vous obtenez de l'extérieur pour des patients qui ont des cardiopathies congénitales, qui ont été prises en charge ou non, qui doivent être pris en charge pour des urgences ou pour des chirurgies non urgentes dans un centre qui n'est pas un centre expert, parce que l'urgence ou parce qu'ils avaient prévu de le prendre dans leur centre. Et donc, en fonction finalement de cette analyse en 3 étapes, vous allez pouvoir dire, mais non, ce patient, vous devez nous le transférer. Et désolé, mais en fait, c'est nous qui allons nous en occuper dans notre bloc opératoire parce qu'il est à haut risque de coincer au niveau cardiaque. Ou alors oui, il n'y a aucun problème. Réalisez votre anesthésie et votre prise en charge chirurgicale chez ce patient. Vous n'avez pas besoin de nous le réadresser même dans les suites, puisque il n'y a aucun risque supplémentaire. En fait, vous êtes dans une situation très faible en termes de risque composite. Et vous imaginez bien qu'entre les deux, il y a tout un panel aussi de nuances qui vont pouvoir se discuter et donc qui vont nécessiter parfois des discussions entre vous, les experts, et les demandeurs de ce type de service pour savoir quelle est la meilleure solution en ce qui concerne la prise en charge de ces patients. Donc, on est toujours dans la planification de la stratégie. En fonction de cette consultation d'anesthésie, de ces avis que vous avez pu recueillir ou que vous avez pu produire, il y aura la planification, du coup, cette fois-ci, du monitorage. Et donc, évidemment, il n'y a pas de règle non plus très dogmatique, mais on se dit que si le patient il a un risque qui est plutôt un risque composite faible, on sera vers un monitorage qui sera standard ou proche du standard. Et puis pour un patient qui va avoir un risque composite très élevé, on va aller vers de l'invasivité et du monitorage précis, objectif pour être très proactif et très précoce dans la prise en charge du type de complications ou la correction finalement des événements qui seront induits par l'anesthésie ou par la chirurgie. Et donc, évidemment, ça veut dire qu'il y aura davantage de préparation et d'anticipation nécessaires sur les différents risques inhérents à la chirurgie ou aux patients pour permettre de les prendre en charge de manière très précoce. Donc là, vous voyez, un monitorage avancé, anticiper le risque hémorragique, penser à l'hypertension artérielle pulmonaire, l'insuffisance ventriculaire droite-gauche, les arythmies, équilibrer les rapports QP-QS, donc débit pulmonaire, débit systémique, et transférer le patient en unité de soins intensifs. Volontairement, j'ai pas écrit réanimation, parce que les réanimations sont des unités de soins intensifs de haut niveau, mais du coup, c'est à vous de classifier si vous pensez en fonction de la prise en charge que le patient requiert d'aller dans des soins intensifs, une unité de soins de surveillance continue, une unité de soins intensifs, une unité de réanimation, etc. Voilà, tout ça, ça se programme effectivement en consultation idéalement. Et on prévoit également la prémédication. Donc on a parlé, on est dans une dualité qui est est-ce qu'on a un risque de PRAE? Donc on se dit que peut-être que la prémédication médicamenteuse, en plus de toute la préparation médicamenteuse et physique, va permettre de réduire aussi l'occurrence de ce type d'incidence, de complications respiratoires, pardon. Ou alors, est-ce que finalement, cette prémédication va être un problème supplémentaire parce qu'elle va réduire la conscience, peut-être affaisser un peu les muscles respiratoires, j'allais dire du larynx, etc., et entraîner des risques finalement d'aggravation d'hypoxie. Et donc, ça, c'est une discussion, et ce d'autant qu'au milieu de tout ça, on a le calme de l'enfant qui est attendu pour avoir une induction qui se fasse en sérénité, après avoir pu tout vérifier de façon correcte. Donc tout ça, c'est aussi une affaire d'école, mais on peut retenir qu'il y a quand même de moins en moins de prémédications médicamenteuses qui sont réalisées chez les enfants, et que finalement on utilise aussi de plus en plus de distractions physiques. Vous savez ce qu'on dit par là, les tablettes, les jeux, l'hypnose un peu conversationnelle, ou alors des distractions autres qui peuvent aussi très bien faire ce travail-là pour accompagner l'enfant vers son induction anesthésique. C'est une affaire de personnes aussi, hein, c'est-à-dire de patients et aussi d'équipe, mais voilà, donc c'est à prendre en compte en fonction de la cardiopathie également. Voilà. Et puis par contre, on parle aussi de l'hypoxie chronique, et donc du risque de déshydratation, thrombose et d'acidose majorée chez les patients qui sont cyanogènes. Donc ceux qui ont des hémoglobines, des hématocrites qui sont très élevés, hein, en faire pâlir finalement les cyclistes de haut niveau, eh bien, ils ont également des risques de thrombose importants. Et les règles de jeûne, qui si elles doivent être maintenant réduites au maximum, donc avoir un jeûne le plus libéral possible, et en général on dit les liquides clairs, c'est on arrête 1 heure avant que le patient soit endormi. Donc liquide clair, j'entends par exemple, pour faire simple, de l'eau et du jus de pomme sans pulpe. Eh bien, du coup, ça permet évidemment de réduire le risque de déshydratation, et donc le risque finalement de thrombose
ou des majorations de l'acidose pour ces patients qui ont des physiopathologies qui sont très complexes et pour lesquelles on ne veut surtout pas se retrouver avec des thromboses préopératoires. Parfois, juste le jeûne prolongé en termes de liquide pourrait entraîner des complications drastiques pour ces patients. Donc voilà. Le monitorage, donc là, bon, bah, c'est plutôt général, mais j'avance un peu. On a évidemment pour la chirurgie cardiaque, des monitorages de la saturation qui sont, normalement bien performants et ce d'autant sur les ranges, de des saturations, donc pour les patients qui ont des cardiopathies cyanogènes. Donc ça veut dire des ranges de fiabilité, de la valeur de saturation qui soient importants, donc qui soient très fiables, même quand les saturations sont autour de 80 par exemple. Alors que vous savez que ça, c'est pas forcément le cas pour toutes les mesures des paramètres physiologiques. Souvent, les vendeurs de matériel vous proposent des données qui sont très très fiables lorsque ce sont autour des valeurs normales, mais beaucoup moins fiables, donc beaucoup plus de dispersion lorsque les valeurs ne sont plus normales. Donc nous, avec nos patients cardiopathes congénitaux, la norme, elle se réduit parfois, elle baisse entre guillemets, elle se décale vers les 80% par exemple pour la saturation. Et donc ça mérite donc de vérifier que vos saturomètres sont bien fiables dans ces domaines-là. C'est le cas maintenant quasiment partout en France, mais ça peut être encore des saturomètres qui sont pas, j'allais dire, up-to-date ou d'excellente qualité quand vous partez dans des pays en voie de développement. Donc dans ce cas-là, il faut vérifier effectivement que vos valeurs sont quand même fiables autour de ces valeurs normales du patient. La pression artérielle, bon, bah, il y a certaines particularités, un astomo systémico-pulmonaire potentiel. Et donc, les mesures de pression artérielle, il y a beaucoup de recommandations qui sont claires et qui sont issues notamment des adultes, avec des objectifs finalement de maintien de pression artérielle moyenne, de pression artérielle systolique. En post-opératoire de chirurgie cardiaque, on dit que la pression artérielle systolique, elle doit être inférieure à 140 mm de mercure, sans quoi on a un risque finalement important d'agression cardiaque, j'allais dire, de la cellule myocardique, puisqu'elle doit faire face à un inotropisme qui est trop important et du coup ça peut être délétère. Donc vous voyez qu'il y a des objectifs comme ça qui sont proposés en termes de maintien de PAS, de PAM chez les adultes. En pédiatrie, évidemment, ce sont des ranges qui sont beaucoup plus complexes parce que là, rien qu'au niveau normal, c'est-à-dire dans la population normale, on a des grandes variétés en termes de percentiles finalement, comme la taille, le poids, sur les courbes de poids. Là, finalement, vous êtes sur des patients qui peuvent avoir ce que vous considérez comme des hypertensions, alors pour eux c'est normal, et des hypotensions, alors que pour eux c'est normal. Et donc finalement, ce qu'on aimerait, c'est aller voir plutôt comment la cellule et comment l'organe fonctionne. Mais évidemment, il faut quand même se donner un peu des normes. Et donc, il y a quand même les recommandations pour les prises en charge de situations critiques qui vous proposent tout un tas de seuils. Mais sachez que voilà, c'est moins évident de définir le seuil de l'hypotension en pédiatrie chez le patient qui est éveillé et chez le patient qui est endormi. Dans ce contexte-là, on essaie de s'appuyer quand même sur les recommandations en ce qui concerne la prise en charge de patients critiques, qui induit finalement un certain nombre de PAM cibles. Et puis, vous savez, les indices aussi, on se dit, pour le nouveau-né, la PAM cible, c'est celle qui correspond aux semaines d'aménorrhée. Donc, ça permet d'avoir des indicateurs quand même assez clairs, puisqu'il faut bien que le flou ne soit pas au détriment de la prise en charge du patient. Le TCO2, donc en situation de shunt droit-gauche, par exemple de tétralogie de Fallot, on se retrouve avec une sous-estimation de la PaCO2, puisqu'il y a une partie du sang qui défacte le poumon, mais passe directement par droite-gauche. Et puis pour le risque du coup de cathéter, donc d'embolie gazeuse, de thrombose, tout ça, ce sont des choses aussi que vous devez anticiper pendant votre préparation en disant, bon, ce patient-là, je dois être particulièrement vigilant sur le risque qu'il n'y ait aucune bulle, mais vraiment aucune bulle dans mes tubulures. Et ça, c'est toujours un challenge. En fait, elles apparaissent dès qu'on connecte un pouce-seringue, dès qu'on connecte une seringue. Et donc, c'est trouver une façon systématique pour éviter d'injecter une microbulle dans le patient. Donc c'est des effets de vous aspirez un peu votre seringue avec le piston vers le haut pour que l'air remonte et vous injectez toujours en n'injectant pas la totalité de la seringue pour éviter de chasser de l'air à l'intérieur. Vous purgez vos cathéters déjà avant de les insérer avec de l'eau par exemple, pas de l'eau, du NaCl à 0,9. Donc de ce qu'on appelle vulgairement du sérum salé isotonique, etc., etc. Donc toutes des stratégies de vérification et de survérification pour éviter les embolies gazeuses qui peuvent entraîner véritablement des infarctus cérébraux par exemple, et c'est ça souvent le pire. L'ANIRS péréopératoire, on vous en parlera, c'est aussi des indicateurs pour nous guider dans les prises en charge de ces patients.
Alors, grosso modo, l'hypoxie et les conséquences chroniques de l'hypoxie, donc sur les cardiopathies notamment, qui ont des chantres droit-gauche, eh bien, c'est, le risque de dysfonction myocardique, d'insuffisance diastolique du cœur, de baisse de réserve myocardique, fonction rénale altérée avec des syndromes néphrotiques plus fréquents et puis aussi d'infections, d'abcès. Donc ça, ce sont des complications également, qu'on peut anticiper. Les risques également, donc ce sont, des risques de, j'allais dire de troubles de la coagulation, avec d'un côté des axes prothrombotiques qui peuvent se majorer puisqu'on va avoir une polyglobulie en situation de shunt droit-gauche, polyglobulie qui est compensatrice, hein, avec des hématocrites qui sont records. Hein. Nous, on a déjà vu des 73% d'hématocrites. C'est énorme, évidemment. Vous dites c'est 73% d'hématocrites, c'est énorme. Donc, on arrive à 23, 24 grammes d'hémoglobine euh, enfin, voilà, c'est vraiment énorme. Et donc, c'est un gros risque de thrombose, d'accident vasculaire cérébral, etc. Et de l'autre côté, en fait, cette rhéologie, elle s'adapte aussi et elle entraîne des dysfonctions plaquettaires, des troubles de coagulation qui sont observables en conséquence de cette hypoxie chronique. Donc, ça ne simplifie pas les choses et ça donne envie, évidemment, de compenser pour aller vers un système qui était physiologiquement reconnu comme étant efficace, hein, ne pas passer l'hémoglobine ou l'hématocrite en termes de cible d'une valeur de 23-24 grammes à 13 ou 12-13 grammes d'un instant en post-opératoire. Vous imaginez bien que du coup, au côté hémostase, le patient va beaucoup plus saigner, même si vous dites, mais non, mais la valeur, elle est normale maintenant. Enfin, elle est normale pour un individu qui n'a pas de cardiopathie cyanogène, mais pas pour l'individu qui, lui, a survécu et a développé une rhéologie et une organisation physiopathologique qui lui permettait de tenir. Donc, en fait, c'est comme si on vous descendait finalement de 12-13 grammes à 6 grammes d'hémoglobine d'un seul coup. Donc, vous imaginez bien que ça va avoir un peu plus de complexité pour faire accrocher les facteurs de coagulation sur les parois des vaisseaux qui sont endommagés et donc un risque majeur de saignement ou d'entretien du saignement. Donc voilà, ça c'était pour vous dire ça. Et donc ça vous invite aussi à aller voir finalement les mesures biologiques effectives de la coagulation avec des monitorages type TEG, ROTEM, etc. Le saignement clinique étant évidemment un indicateur majeur pour savoir si vous devez corriger ou non les facteurs de coagulation. Nous, dans notre service, grosso modo, on défend l'idée que lorsque le patient saigne, il doit être corrigé. Si le patient ne saigne pas, il n'y a pas forcément lieu de passer des produits procoagulants. Dans un contexte, on parle de ranges qui seront quand même acceptables. C'est-à-dire qu'évidemment, si on se retrouve avec 10 gigas de plaquettes, là, on va compenser. Alors, les risques d'hypertension artérielle pulmonaire, on vous en reparlera aussi, évidemment. Le syndrome d'Eisenmenger, vous allez devenir des experts de cette thématique, j'avance. Ça fait partie des particularités vraiment très à risque. Les troubles du rythme périopératoire ou préopératoire sont, comme je vous disais tout à l'heure, des signes en faveur d'un grand risque de tournant vers l'insuffisance cardiaque réfractaire. Et donc, ce sont des patients qui sont très à risque en périopératoire, à ne surtout pas négliger. Et un certain nombre de facteurs que nous pouvons prévenir, enfin, ou en tout cas réduire, pour éviter que cela favorise les troubles du rythme. Donc on pense à des problèmes de capnie, d'acidose, d'hypoxie. Éviter aussi finalement les médicaments qui seraient d'adrénergie en fait. Hein. Donc par exemple l'anesthésique locale, si on les utilise, on va éviter les anesthésiques locaux avec adrénaline, même si on pense qu'il y aurait très peu de passages sanguins, il pourrait y en avoir, on ne va pas tenter. L'insuffisance cardiaque ventriculaire gauche, donc j'avance un peu. La particularité, c'est de prévenir qu'en situation d'insuffisance cardiaque, ce d'autant lorsqu'on peut avoir un shunt de type gauche-droit, par exemple, hein, eh bien, l'induction va être ralentie. L'induction va être très ralentie. Et donc, on va se dire, mais mince, mon médicament fonctionne pas. Ou alors, on va se dire, bah, en fait, finalement, le patient est résistant. Et ça, ce sont des erreurs parce que, en fait, c'est juste qu'il faut laisser le temps à l'induction de faire son effet et d'aller jusqu'au cerveau. Je vous rappelle, ça tourne en rond hein, autour du poumon si ça fait un champ de gauche-droit. Et donc, du coup, si vous rajoutez une dose d'anesthésique chez un patient qui a une insuffisance cardiaque parce que vous manquez de patience, quand ça va s'accumuler, ça va être dramatique. Et donc, l'effet que vous avez, vous ne le retrouvez pas à 3 minutes, mais vous le retrouvez à 8 ou 10 minutes de votre induction. Et là, le patient peut arriver avec une insuffisance circulatoire majeure qui est simplement liée à un surdosage en agent d'anesthésie. Donc, ça veut dire vraiment, dans le contexte d'insuffisance cardiaque, dans le contexte de chante gauche-droit important, ou les deux associés, mais il faut être patient. Il faut être patient et faire attention au surdosage pour éviter d'être toxique. Voilà.
Voilà, voilà. Alors du coup, bon, pour le risque respiratoire, donc on revient un peu vers le risque respiratoire. Bon, simplement, on va vous dire que finalement, quand il y a des événements indésirables qui surviennent au niveau respiratoire, bah, c'est pas associé seulement à de la morbimortalité et de l'augmentation, d'hospitalisation, c'est aussi associé finalement à des coûts supplémentaires qui sont énormes. Bon, vous savez qu'en ce moment, c'est important, partout dans le monde, j'ai l'impression, mais ça a toujours été finalement, donc bon, c'est aussi une prise en compte importante, à prendre en compte, donc j'avance un peu là-dessus. Euh, les conséquences ventilatoires de l'hyperdébut pulmonaire, c'est pareil, je pense que vous aurez des cours spécifiques dedans. Il existe des particularités liées au cardiopathie congénitale, par exemple en situation d'agénésie des valves pulmonaires, il y a un mécanisme physique qui entraîne finalement des anévrismes. Ces anévrismes des artères pulmonaires peuvent venir comprimer véritablement l'arbre trachéo-bronchique et donc peuvent rendre une ventilation, une intubation difficile, voire impossible. Donc, du coup, ça c'est l'intérêt du scanner préopératoire. J'en ai un peu parlé. Bah, c'est pour vous dire qu'il y a certaines spécificités liées à la cardiopathie congénitale aussi qui peuvent entraîner des surrisques d'optimisation, enfin au niveau respiratoire pour l'évaluation du risque respiratoire. La bronchodysplasie a un peu de spécificité concernant le néonat prématuré, mais pas que. Et donc, finalement, on va se retrouver avec des durées d'hospitalisation, durées de ventilation, durées de séjour qui vont être bien prolongées. Et encore d'autres spécificités dont vous entendrez parler, l'hypoplasie pulmonaire, le syndrome du cimeterre, la présence de MAPK importante, des trachées de poulet chez les patients qui ont des anomalies conotroncales, qui peuvent être des risques spécifiques également. Concernant l'évaluation du risque infectieux, donc il y a l'antibioprophylaxie à réaliser. Donc là, il y a des recommandations chez les adultes qui sont parues il y a déjà un an, les recommandations chez la pédiatrie qui sont en train d'être mises à jour et qui vont paraître, je pense, certainement début 2026, et du coup qui propose finalement une stratégie d'antibioprophylaxie, mais aussi des discussions qui datent de publications qui sont certes de renommée, mais qui sont quand même assez anciennes, qui parlaient finalement de la décontamination du staphylocoque doré par administration intranasale d'antibio entopiques, hein, donc la mépirocine, en intranasal, donc 5 jours avant en préopératoire, pour les adultes. Alors aujourd'hui, les recommandations, bon, évidemment, elle demanderait des données solides que pour l'instant on n'a encore pas, en tout cas à ma connaissance. Mais du coup, les prélèvements systématiques pour rechercher du staphylocoque doré en nasal ne sont plus réalisés par contre, chez les adultes, donc il y a toujours le traitement avec 5 jours de mupirocine. Certains proposent de réaliser finalement avec de la bétadine pour éviter de se retrouver avec une résistance aux antibiotiques, hein. Mupirocine, c'est un antibiotique. La bétadine, il n'y a pas de germes qui déterrent, à ma connaissance, il n'y a pas de germes qui peuvent résister et devenir résistantes à ce type de produit, même si ouais, c'est plus ou moins efficace. Donc finalement, il y a une stratégie qui dit qu'en pédiatrie, ben, les recommandations, on n'en a pas énormément, même si il y a encore un certain nombre de centres et probablement que ça va persister de poursuivre une décontamination nasale sans réaliser le prélèvement 5 jours, si possible, avant la chirurgie au niveau de la décontamination nasopharyngée. Alors voilà, donc grosso modo, il y a quand même des axes d'amélioration en ce qui concerne la prévention du risque d'infection. Il y a l'antibioprophylaxie qui doit être réalisée dans les 30 à 60 minutes, en tout cas dans les 60 minutes, on va dire, avant l'incision du site opératoire, adapté évidemment aux gestes et donc au risque de contamination. Très souvent, donc, il s'agit finalement de germes cutanés et donc ce sont des céphazolines, des céphalosporines qui sont utilisées de première génération, donc la céphazoline par exemple, ou le céfuroxime. Je crois que céfuroxime c'est une céphalosporine de deuxième génération, mais ça demandera à être vérifié. Ceux donc dans le cadre des recommandations qui sont déjà apparus il y a quelques années, mais qui sont en train de être réactualisés. Donc, je pense pas qu'il y aura de grandes modifications en termes de médicaments. Par contre, il y aura des modifications en termes de doses à administrer. Et vous savez qu'en chirurgie cardiaque, on a, pour la plupart des chirurgies cardiaques, besoin d'une circulation extracorporelle qui augmente le volume de distribution en partie, et donc du coup une augmentation de la dose qui est liée au pranium. Donc tout ça, ça va être reclarifié, je pense, dans les recommandations prochaines. Il y a des questions encore, même si ça manque de données, pour savoir si on pourrait pas rajouter aussi des préventions, et notamment sur l'hygiène bucco-dentaire, et donc de forcer ou d'inciter les enfants
à bien se brosser les dents plusieurs semaines possibles avant la chirurgie, enfin dès que possible en tout cas, et d'insister particulièrement avant les quelques jours avant une chirurgie, et pourquoi pas réaliser chez les enfants qui sont un peu plus grands des bains de bouche d'antiseptiques pour essayer de réduire l'occurrence d'infections nosocomiales, d'infections du site opératoire, en plus de cette décontamination possible au niveau nasal et de la recherche finalement de germes spécifiques pour les patients qui sont porteurs potentiels d'infections multirésistantes, non pas pour les prévenir en antibioprophylaxie, mais pour les traiter précocement en cas d'infection qui serait occurrente en post-opératoire ou en péropératoire. J'avance, il vous faut évidemment des recommandations qui soient écrites et puis un protocole local que vous pouvez adapter localement. Et en ce qui concerne la prophylaxie de l'endocardite infectieuse, pas l'antibioprophylaxie, mais la prophylaxie de l'endocardite infectieuse, donc en dehors des situations indiquées pour l'antibioprophylaxie, les recommandations sont devenues quand même assez restreinte, restrictive vis-à-vis de ce type d'indication. Et donc là, ça date de 2010, mais pour l'instant, j'ai pas vu de données qui contrecarraient ceci et qui dit que on reste sur finalement une indication lorsqu'on est en chirurgie dentaire. Et donc, s'il y a des interventions gingivales, la région pluriapicale de la dent, la perforation ou de la muqueuse orale, là, on va pouvoir, en situation de cardiopathie congénitale, cyanogène, enfin, vous voyez, c'est l'encadré bleu, hein, avec une fuite résiduelle, une mise en place d'une dérivation chirurgicale, ou une cardiopathie congénitale avec une réparation qui a eu lieu dans les 6 mois, ou alors avec une fuite résiduelle aussi d'implantation de matériel prothétique, réaliser une antibio-prophylaxie de l'endocardite infectieuse qui passe par l'administration finalement d'amoxicilline ou de clindamycine quelques temps avant le geste dentaire. Voilà. Donc, par contre, vous trouverez certainement un intérêt à discuter de façon multidisciplinaire avec un certain nombre d'opérateurs ou de suivi, enfin de médecins qui suivent ces patients-là, de façon à pouvoir définir la meilleure stratégie. Évidemment, les patients sont des individus singuliers, et s'il y en a un qui a davantage de risques d'endocardite infectieuse pour des raisons X, Y, ou qu'il a déjà réalisé une infection, une endocardite infectieuse, on va le traiter de manière un peu plus proactive pour prévenir le risque de ce type d'endocardite. Ça explique aussi pourquoi nos cardiopédiatres avec lesquels on travaille sont souvent plutôt en faveur de traiter de façon un peu off-label, la prévention de l'occurrence de l'endocardite infectieuse, parce que évidemment l'endocardite infectieuse c'est une maladie très très grave, et donc du coup ça fait peur. On se dit mais qu'est-ce qui va se passer avec une antibioprophylaxie supplémentaire? Pas forcément grand-chose. En fait, c'est vraiment un rapport bénéfice-risque. Et d'administrer des antibiotiques de façon préventive, de façon inopinée, ça augmente aussi le risque de sélection de germes. Et surtout, en fait, la littérature s'est rendu compte que les patients, en fait, quand ils se brossaient les dents, ils avaient aussi finalement, enfin, ils prenaient pas d'antibiotiques systématiquement. Alors pourtant, il y avait des effractions de la muqueuse, etc. Et donc finalement, il y avait peut-être pas besoin d'antibioprophylaxie systématique, quitte à sélectionner des germes de façon inopinée, alors que mais aussi le même type de risque. Alors là, quand on parle du coup de l'indication, c'est vraiment une chirurgie avec une intervention avec perforation, une intervention avec une gestion de la région périapicale de la dent, enfin des indications précises où là, clairement, il y a une barrière enfin voilà, barrière qui est rompue et où les germes de la bouche, la cavité orale, peuvent passer dans le sang. Voilà, donc vous voyez que ça, c'est encore des discussions locales, hein. Parfois, nous, on a des experts qui disent faut réaliser la prévention de l'endocardite infectieuse, et puis nous, on leur dit non, en fait, on est off-label, et donc du coup, c'est des discussions intéressantes. Alors, l'évaluation du risque rénal, donc les néphropathies dans les cardiopathies congénitales, notamment les cardiopathies cyanogènes, on a par le fait de ce qu'on s'est dit, hein, la physiopathologie, le fait qu'il y ait une hypoxie chronique, et puis aussi le déploiement d'une rhéologie sanguine avec une hématocrite qui augmente énormément, qui entraîne des modifications de la coagulation, etc. On a aussi des atteintes glomérulaires qui peuvent survenir avec des glomérulomégalies, une augmentation du DFG, des atteintes tubulaires aussi, donc importante, et puis un certain nombre de patients qui vont se retrouver avec des insuffisances rénales chroniques en lien avec le développement de la cardiopathie cyanogène. Et on a aussi des patients qui ont des ventricules uniques et qui sont corrigés donc pour la procédure de chirurgie de Fontan, hein, en 2 ou 3 étapes. Et donc ces patients-là vont aussi
être associés à un certain nombre d'aggravations de leur profil fonctionnel au niveau rénal et donc font de ces patients finalement des patients qui sont plus à risque d'insuffisance rénale et donc des patients qui ont des capitales néphroniques à considérer comme étant altérées, donc peut-être un suivi plus important en termes de prévention et aussi de suivi pour conserver donc cette fonction rénale au plus importante possible. Et donc il y a également des études qui nous ont parlé des modifications potentielles de la glycémie de façon importante et qui peuvent entraîner finalement une augmentation du risque d'insuffisance rénale en périopératoire de chirurgie cardiaque pédiatrique et qui vont en faveur de considérer qu'une hyperglycémie doit être corrigée de façon assez précoce en périopératoire et en périopératoire pour éviter la survenue d'insuffisance rénale post-opératoire chez les patients cardiaques pédiatriques. Alors, je ne sais pas comment vous faites dans vos centres, vous demanderez, mais nous, on n'a pas encore de protocole vraiment écrit à ce sujet, même si on commence à y réfléchir sérieusement. En ce qui concerne le risque neurologique, eh bien, il y a un risque aussi en termes euh, de développement au niveau neurologique qui est lié, qui est lié à certaines maladies cardiaques congénitales, comme par exemple les hypoplasies du ventricule gauche. Il y en a qui sont liés également finalement à des aspects syndromiques, microdélétion 22q11, donc potentiellement. Et puis il y a aussi des altérations au niveau neurologique qui sont liées malheureusement à des champs de droit-gauche qui sont importants ou à des procédures. Par exemple, la littérature rappelait quand même qu'il y avait dans les suites d'atrioseptotomie, donc on appelle la procédure de Rashkin, donc il y avait quand même un risque non négligeable finalement d'avoir des complications au niveau nerveux, au niveau neuronal, avec des accidents vasculaires cérébraux, puisque finalement il y a une partie du défect qui est arraché. Quand on arrache la membrane entre les deux oreillettes, il peut y avoir des microbules d'air qui peuvent passer, mais il peut y avoir aussi du matériel tissulaire qui s'échappe et qui part au niveau des artères cérébrales et donc qui pourrait entraîner des accidents vasculaires cérébraux. Donc il y a des études qui disent attention, oui, ça c'est quelque chose qui existe et donc ça entraîne des risques aussi au niveau neurologique. Malheureusement, souvent quand on réalise une atrioseptotomie de Rashkin, donc c'est une obligation parce que c'est que le patient en a véritablement besoin pour pouvoir survivre et puis avancer un peu en quelques jours, passer la phase de résistance des artères pulmonaires trop importantes pour avoir une chirurgie cardiaque dans des meilleures conditions. Et il y a d'autres études qui ont dit, mais non, en fait, finalement, il n'y a pas tellement de différence. Vous vous trompez aussi parce que les patients qui ont des transpositions des gros vaisseaux, par exemple, ils ont déjà des profils hypoxiques et c'est l'hypoxie même fœtale qui entraîne finalement une augmentation du risque de leucomalacie périventriculaire, de problématiques associées qui sont finalement des choses qui étaient préalables à la réalisation de la trioseptotomie de Rashkin. Donc vous voyez que voilà, il y a des discussions un peu dans la littérature. C'est quand même des études qui datent d'il y a longtemps. L'idée, c'est juste à nouveau, c'est d'éveiller l'attention sur se dire qu'est-ce qu'on peut faire pour prévenir l'occurrence des problématiques neurologiques chez nos patients qui sont fragiles déjà de par leur cardiopathie congénitale et fragilisés aussi ou à risque de par le risque de procédure ou de cathétérisme qu'on va mettre en place. Ensuite, il y a le risque de dénutrition. Donc, on a une augmentation pour la plupart des patients de pédiatrie, donc autour de l'anesthésie, une augmentation des besoins énergétiques. Il y a quand même un grand nombre de patients qui ont finalement des dénutritions importantes ou des poids qui sont très très faibles en lien avec les percentiles attendus. Il y a des patients qui sont associés à des déficits immunitaires importants. Et tout ça, ça va entraîner aussi une augmentation des risques de complications, notamment infectieuses, notamment respiratoires, et des stratégies de renutrition préopératoire et périopératoire qui doivent être importants et qui doivent être structurées en fonction de l'urgence de la chirurgie. Savoir finalement, est-ce qu'on a encore une stratégie de possibilité de renutrition pour permettre de passer ce cap chirurgical de façon plus efficace, ou est-ce qu'en fait non, c'est la cardiopathie congénitale qui nous empêche l'enfant de grandir et d'être correctement nourri, auquel cas, du coup, il n'y a aucun bénéfice à attendre. Donc, en tous les cas, il y a quand même un certain nombre de publications maintenant et on avance considérablement en ce qui concerne les stratégies d'alimentation en périopératoire. Et on se rend compte que finalement, le fait d'alimenter les patients par voie orale, mais de les alimenter correctement aussi autour de la chirurgie cardiaque congénitale, donc avant, pendant, après, eh bien, c'est associé finalement à une meilleure amélioration et finalement un pronostic, une amélioration et une durée de séjour qui est plus courte en termes d'hospitalisation.
Donc, on va maintenant de plus en plus vers une alimentation entérale. Alors, à l'exception faite du patient qui est en insuffisance circulatoire aiguë, donc le post-opératoire aigu avec un patient en insuffisance circulatoire, on se dit, c'est peut-être pas le moment d'accabler le tube digestif qui a déjà pas suffisamment d'oxygène, avec un risque potentiel finalement de développer une entéropathie, une entérocolite ulcéro-nécrosante. En dehors de ces situations donc d'insuffisance circulatoire aiguë, non contrôlée et non corrigée, on va de plus en plus vers une alimentation précoce et si possible par voie entérale. Donc l'ECMO, pour aller un peu plus loin, l'ECMO stabilisé n'est pas une contre-indication à l'alimentation entérale, en tout cas à mon sens. J'avance un petit peu. Hop, risque allergique. Donc des allergies, il y en a, même chez les enfants, parce que s'ils sont exposés à plusieurs reprises finalement à des allergènes, ils peuvent développer de véritables chocs anaphylactiques ou d'insuffisance circulatoire sévère, donc il y a des anaphylaxies sévères. Il y a les allergies et puis il y a les effets indésirables liés à certains médicaments. Par exemple, la protamine, c'est aussi une réaction indésirable que l'hypertension artérielle pulmonaire que l'on peut observer, qui est en lien directement avec l'injection de la protamine. C'est pas forcément une anaphylaxie au sens immunologique du terme. Donc, voilà, ça fait partie des risques qu'il faut prévoir et puis du coup des stratégies post-opératoires, enfin lorsque l'allergie survenait, l'anaphylaxie sévère survenait, de la prise en charge, du dépistage et puis de l'accompagnement de ces patients. Mais voilà, c'est peut-être moins fréquent que dans la population adulte, mais c'est quand même fréquent. Et donc, il y a un petit bémol ici sur la protamine avec la réaction de type 1, avec l'histaminolibération, l'HTAP qu'on peut voir apparaître et qui est donc quelque chose, j'allais dire, de pas quotidien, mais qui est quand même assez fréquent. Moi, j'ai déjà traversé, je pense, de mémoire, j'en ai trois situations où le patient a eu un arrêt cardiaque lié à l'injection de protamine, alors que c'était moi qui l'injectais et que je les injecte quasiment systématiquement moi-même quand je suis au bloc opératoire et de façon très lente. On a parfois, du coup, une telle réactivité au niveau de l'artère pulmonaire que le ventricule droit se met à l'arrêt, entre guillemets, donc, bloqué par cette hypertension artérielle pulmonaire en post-CEC immédiate. Et donc, du coup, on se retrouve face à une réaction sévère à la protamine, même si, comme je vous disais, c'est aussi en lien avec la réaction aux médicaments. Alors l'évaluation vasculaire, donc on a vu un certain nombre de choses. Non, en fait, on n'a pas vu grand-chose sur l'évaluation cardiovasculaire, pardon, mais en ce qui concerne le geste chirurgical, il peut y avoir des patients qui ont des malformations au niveau des axes vasculaires. On peut avoir des artères, par exemple, sous-clavières qui sont rétro-œsophagiennes, pour lesquelles, du coup, il y aura certaines subtilités. On va dire, on va peut-être pas mettre de sonde nasogastrique pour éviter une ischémie, ou alors, du coup, pour le monitorage de la pression artérielle, ok. Donc ça peut vous indiquer d'avoir à nouveau un scanner avec une belle explication de l'arbre des axes vasculaires. Des malformations au niveau veineux, ça peut apparaître aussi. Et puis, il y a les patients qui sont réopérés. Et ces patients qui sont réopérés, donc qu'on appelle des rédux, donc tridux potentiellement, quadridux, quintet, penta, etc. Enfin bref, il y a parfois des situations. À chaque fois qu'ils ont eu finalement des séjours prolongés en réanimation, des cathétérismes, ils peuvent avoir une réduction drastique de leur capital vasculaire, artériel ou veineux. Et donc, ça mérite pour vous, finalement, une exploration échographique, j'allais dire de Doppler, doppleriste, d'experts vasculaires, pour évaluer quels sont les axes qui seront perméables et donc qui pourraient être utilisés, que ce soit veineux ou artériel, pour votre prochaine chirurgie cardiaque qui s'annonce là dans les 15 jours, dans les 2 jours, demain, pour optimiser ces patients-là et éviter de se retrouver avec des mesures qui sont faussées parce qu'en fait, on est dans une situation de pré-thrombose, de thrombose ou de vaisseau sacrifié ou que sais-je. Et puis, donc les anomalies aussi chirurgicales, l'anastomo systémico-pulmonaire, vous en entendrez reparler également. Voilà. Enfin, vous pouvez aussi réfléchir en termes de est-ce que mon patient aura besoin potentiellement, dans un contexte de capital vasculaire qui est OK, est-ce qu'il aurait besoin potentiellement plus tard d'une ECMO? Est-ce qu'il est à risque en fait une ECMO qui pourrait être positionnée par nos chirurgiens de façon cervicale par exemple ou fémoro-fémorale et donc dans ce cas-là, ça veut dire on va laisser si possible un axe vasculaire libre, que ce soit en opératoire parce que rédux potentiel, risque d'hémorragie importante à l'ouverture sternale ou autre situation et où du coup la mise en place de l'ECMO est imminente, là, potentielle,
pour l'anesthésie que vous allez prendre en charge directement, ou alors que ce soit ultérieurement pendant le séjour de réanimation ou après, et où du coup on pourrait se dire le thorax sera fermé et malgré tout on pourrait avoir un risque de devoir mettre en place une ECMO. Ça serait une ECMO cervicale, donc jugulo-carotidienne, et donc dans ce cas-là, si j'ai le choix, autant que je laisse la jugulaire interne droite disponible pour le chirurgien et aller mettre la jugulaire gauche. Donc vous voyez, on peut réfléchir aussi un peu au-delà dans une trajectoire de patient en fonction du type de cardiopathie congénitale et du risque de reprise ou du séjour prolongé en réa. D'ailleurs, l'échographie vasculaire chez l'enfant, il y a eu des recommandations qui ne sont pas toutes récentes non plus, mais qui disent utilisez l'échographe, quoi. Autant que vous pouvez, vous utilisez l'échographe. Pour les raisons qu'on vient de se dire là, épargne du capital, mais aussi pour gagner du temps. Gagner du temps, éviter les multiples ponctions. Ça fait toujours un peu désordre quand les parents ils arrivent et puis qu'ils voient qu'il y a 15 ponctions au niveau du cou, à droite. Ils vont dire mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Il y a un moustique ou une guêpe qui a attaqué là. Et donc, du coup, ça fait toujours un petit peu bizarre. Avec l'échographe, vous réduisez considérablement finalement le risque d'échec et ça raccourcit aussi considérablement la durée de la procédure, même s'il faut chercher l'échographe. Donc après, c'est une question d'habitude et d'anticipation. Nous, dans notre service, on utilise systématiquement l'échographie pour poser les cathéters artériels et les cathéters veineux centraux et de plus en plus précocement pour les cathéters veineux périphériques dès lors que la veine n'est pas apparente. Donc voilà. Vous voyez que ça fait partie des recommandations avec des recommandations de grade 1 et grade 2 pour la mise en place des cathéters en pédiatrie. Il n'y a pas de raison de s'en priver. Vous avez les outils et vous les utilisez, tout simplement. OK. Alors, la transfusion, bon, on a parlé de la stratégie périopératoire, donc patient blood management. Et donc, je vous disais en guise d'introduction, oui, attention, ils sont sympas à Paris sur le rachis, mais ils n'ont pas l'ECMO, ils n'ont pas la CEC. Bon, c'est vrai que chez les patients en dessous d'un certain poids, des habitudes de service, des habitudes de pratique font en sorte qu'on a un priming qui est utilisé et qui est très souvent utilisé avec des produits sanguins. Les produits sanguins, c'est CGR, et puis en fonction des certains centres, il y en a qui utilisent encore du PFC, ça nous arrive aussi. On va essayer de changer ces pratiques-là. D'autres qui utilisent de l'albumine, d'autres qui utilisent encore d'autres produits pour utiliser ce priming, ou alors simplement CGR et puis cristalloïdes. Et en fonction du poids, et petit à petit, on va pouvoir se séparer des CGR. Et on a une zone qui est à peu près grise, on va dire, entre 13-14 kg et puis 15-16 ou 17-18 kg, en fonction des centres pour lesquels on se dit, mais là, on est dans une zone grise pour l'utilisation d'un priming avec des CGR dedans. Donc le priming, pardon, si vous n'êtes pas coutumier, finalement c'est le volume qui est à l'intérieur de la circulation extracorporelle avant d'être utilisé un peu pendant la circulation extracorporelle. Donc, si vous voulez, c'est le volume qui est à l'intérieur. Et on pourrait parler aussi d'un priming de dialyse. Pour une dialyse, si vous connaissez mieux la dialyse, c'est le volume qui est dans la... Et on se dit, chez les tout petits, peut-être qu'il faudra réaliser ce priming avec du sang, parce que sinon, ça va leur faire une grosse anémie, en fait, une spoliation sanguine majeure lors du démarrage de la CEC. On va remplacer ce sang là qu'on prélève dans la veine par finalement du liquide cristalloïde, donc du NaCl par exemple, un peu de calcium, etc., réinjecté. Donc, ça veut dire qu'en fait, le patient va se retrouver sans oxygène, en clair. Et donc, ça peut être dramatique si jamais il n'y a pas une dilution importante qui est faite. Donc, chez les adultes, c'est OK. Le priming est réalisé au cristalloïde, en général. Chez les tout petits de 3 ans, quand on a un gros priming de plusieurs centaines de millilitres qui est réalisé, c'est difficile de se passer de CGR. Cependant, si vous faites la littérature, vous allez vous rendre compte qu'il y a quand même des cas d'école, enfin des cas d'intérêt, notamment pour les témoins de Jéhovah. Donc, vous connaissez cette population de personnes qui n'acceptent pas la transfusion sanguine, il y a des produits sanguins pour des questions de croyance et pas des questions de risque, j'allais dire, de sécurité du produit. C'est vraiment une question de perception. Et donc, il y a eu des situations de jurisprudence et certaines équipes qui ont réussi à faire tourner des patients en opératoire avec des circulations extracorporelles, avec des hémoglobines, des hématocrites qui étaient très, 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 très basses, sans transfuser le patient en chirurgie cardiaque. Donc, ça peut arriver. Alors, moi, je ne vous conseille pas de faire ça. Je ne vous conseille pas, évidemment. Mais ça peut, voilà, il y a des histoires qui ont été publiées qui montrent que finalement, des enfants ou des patients ont pu survivre malgré ce type de prise en charge. Cependant, comme je vous dis, la plupart des cas, là, c'est la transfusion sanguine, c'est quand même une stratégie aujourd'hui qui est très sécurisée. Il y a beaucoup moins de risques qu'on entendait parler dans les années 80-90.
Et donc aujourd'hui, on se passe assez peu finalement du priming au sang chez les petits poids. Chez les patients un peu plus en zone grise, comme je vous disais, donc entre 10 et 20 kilos, là, c'est un peu provocateur. On arrive à réduire cette fourchette, comme je disais, plutôt entre 13, 14 et puis 16 kilos, 16, 17, 18. Et on peut aussi réussir à réaliser un rétro-priming, c'est-à-dire finalement récupérer un petit peu de sang pour chasser des cristalloïdes et puis ensuite, hop, transfuser l'ensemble avant de démarrer la CEC. Donc, ce sont des techniques de CEC qui peuvent se faire en accord avec les chirurgiens, les perfusionnistes et les anesthésistes réanimateurs en fonction du coup de la préparation et de la tolérance du patient. Bon, si jamais il faut passer par la transfusion, on passe par la transfusion. Et donc, ces patients-là qui vont pas être transfusés en péri-opératoire, donc les patients, on va dire, qui vont pas être transfusés de plus de 20 kilos sur ma diapo, mais on va dire peut-être un peu moins que ça, ceux-là vont bénéficier d'une préparation au PBM, donc de l'augmentation de leur hémoglobine, de leur hématocrite, si jamais ils avaient une hémoglobine, une hématocrite qui était en dessous du seuil. On pense à 13 grammes en général quand on parle de PBM chez adultes. 13 grammes par décilitre d'hémoglobine. Et donc, du coup, toute une stratégie qui permettrait de les préparer pour augmenter leur hémoglobine, pour faire en sorte d'éviter d'avoir à les transfuser en péri-opératoire, la transfusion étant associée à un certain nombre de risques péri-opératoires, non pas par elle-même, mais par les conséquences qu'elle en vit. Et donc, du coup, ça nous amène vers les prélèvements et donc les examens complémentaires préopératoires. Donc là, de nouveau, moi, je vous invite à réaliser un protocole local ou à regarder, valider et confirmer vos protocoles locaux d'examen complémentaires pour savoir de quoi vous avez besoin en fonction du type de chirurgie ou du type d'intervention que vous avez à faire. Nous avons réalisé il y a quelques années une réactualisation de nos protocoles en réduisant considérablement le nombre de prises de sang, de bilans biologiques, j'allais dire systématiques, pour les réduire pour les interventions qui ne sont pas des interventions de chirurgie cardiaque avec circulation extracorporelle, dans le but d'éviter justement la spoliation, les prélèvements sanguins et toutes les complications qui sont liées avec des prélèvements que nous considérons à ce stade comme n'étant pas utiles, basés sur des données de nos cohortes locales et puis aussi sur des expériences locales. Voilà. Donc ça, c'était pour vous dire de cela. Mais cependant, il y a quand même un certain nombre de situations, notamment de problèmes de coagulation, de troubles de coagulation qui existent et qui doivent être dépistés par avant s'ils n'ont pas pu être dépistés cliniquement. Donc il y a des recommandations en pédiatrie qui disent que l'enfant qui a acquis la marche, au bout d'un certain nombre de mois, il aura forcément eu un certain nombre de traumatismes, tomber, se faire mal, se blesser, etc. Et on aura pu dépister cliniquement une problématique de coagulation clinique qui se manifesterait cliniquement, et donc il n'aurait pas besoin, en d'autres termes, d'avoir un dépistage ou une confirmation biologique si l'enfant a déjà vécu, donc comme je vous disais, acquis la marche efficace depuis plusieurs mois, et qu'il ne manifeste pas cliniquement à l'interrogatoire de problématiques cliniques de troubles de l'hémostase. En dehors de ces situations-là, on va devoir dépister effectivement les troubles de coagulation en réalisant des bilans de dépistage de problèmes de coagulation, donc TP, TCA, fibrogène, coag, avec plaquettes, notamment dans une admiration de formule plaquettaire. Et puis, s'il y a une anomalie des facteurs du TCA en lien avec le TCA ou le TP, doser ces facteurs-là pour être sûr qu'il n'y ait pas d'augmentation du vibrant, de problématiques d'hémophilie, etc. Ce d'autant qu'il y a un doute clinique ou ce d'autant que l'enfant ne soit pas encore en âge d'avoir exprimé des problèmes de coagulation clinique. On a des facteurs en faveur donc d'une hypocoagulabilité, donc ça veut dire juste typiquement le risque de saignement, et puis d'hypercoagulabilité, donc un risque plutôt de thrombose. Et vous savez que le nouveau-né, il est plutôt dans un profil hypercoagulable. Les patients qui ont des anomalies d'insuffisance hépatocellulaire sévère, donc par exemple les patients cirrhotiques, adultes, même s'ils ont des troubles d'altération de la coagulation, plaquettes, facteurs, etc., TP, tout ça, ils ont aussi une augmentation des facteurs d'hypercoagulabilité qui fait en sorte qu'ils ont quand même très souvent, paradoxalement, des profils plutôt hypercoagulables. Donc ça nous emmène à réfléchir aussi avec des marqueurs de coagulation qui sont biologiques, comme par exemple le ROTEM ou le TEG ou d'autres paramètres biologiques de la coagulation, quand on est face à une situation avec des patients qui ont des troubles de coagulation qui sont intriqués et un post-opératoire d'une chirurgie cardiaque avec un profil hémorragique.
ou un profil thrombotique. On pense par exemple à ces patients qui ont des fontants avec des dysfonctions hépatiques et on ne sait pas sous ECMO s'il va falloir débuter rapidement l'anticoagulation ou pas. Et ben, dans ces cas hyper précis, on peut se questionner en réalisant des TEG, des ROTEM pour débuter finalement l'héparine malgré le fait qu'il y ait des troubles de coagulation qui soient sévères au niveau biologique. Vous avez compris, c'est pas toujours aussi simple. L'activité physique, bon là c'est de plus en plus le cas, il y a des recommandations en faveur de ça, il y en a qui sont encore parues en 2025 ou 2024 à l'échelle globale. Ça parle pas d'anesthésie ni de réanimation dans l'immédiat, mais ça parle de récupération, voilà, de promotion de la santé d'ordre général et de fait de se préparer aussi en termes d'exercice capital fonctionnel. C'est vrai qu'en pédiatrie, là vous voyez, c'est des photos avec des adultes. Hein. En pédiatrie, souvent on considère que les enfants sont pas fainéants de façon générale, ils sont pas voilà, sauf si on leur met un ordinateur, une tablette, un téléphone portable dans les mains, en fait, ils bougent tout le temps. S'ils bougent pas, c'est qu'ils peuvent pas. Ou c'est qu'on leur a mis un téléphone portable dans les mains. Mais sinon, grosso modo, c'est des enfants qui bougent tout le temps. Alors c'est la capacité finalement à leur demander de faire des efforts et de se préparer, alors que finalement ils ne le peuvent ou ils n'y arrivent pas. Voilà, il court pas parce qu'il peut pas courir, alors que sinon il courrait comme ses camarades. Donc c'est toute cette préparation, mais ça demande quand même question, et donc ça se fait évidemment en partenariat avec les collègues médecins, donc généralistes, pédiatres, cardiopédiatres, etc., qui peuvent les suivre et qui peuvent dire, bah oui, cet enfant-là, il doit faire du sport, ou cet enfant-là, non, il est contre-indiqué au sport et à l'effort en fonction du type de cardiopathie. En tout cas, c'est sûr que nous, en préopératoire, c'est pas différent de chez l'adulte. Plus le patient va avoir une capacité fonctionnelle élevée et plus il sera capable de faire face finalement aux difficultés et aux challenges que représente finalement la chirurgie en termes de véritables épreuves, de tsunami, d'efforts, de marathon, de tout ce que vous pouvez imaginer comme étant ces épreuves de chirurgie cardiaque pour l'organisme. Voilà, j'avance un petit peu sur ça, hein, ça vous pouvez regarder. Et donc j'arrive à la conclusion. Donc finalement, j'ai pris mon temps là. Donc en pédiatrie, on a des caractéristiques physiologiques, vous avez compris, qui représentent un certain challenge parce qu'on peut s'occuper de prématurés qui, je vais pas insister là-dessus, mais de prématurés qui pèsent moins de 1 kg pour certaines procédures. On pense par exemple à la fermeture d'un canal artériel persistant qui empêche l'enfant d'évoluer correctement. Ou d'autres types de chirurgie, et comme on peut prendre en charge des patients qui sont avec des poids et des gabarits bien plus importants. Je ne vous ai pas parlé des patients avec des mucopolysaccharidoses qui sont de véritables challenges dans la gestion finalement des voies aériennes. Vous regarderez sur Internet si ça vous intéresse ce type de patients qui développent quand même des valvulopathies assez régulières aussi et qui sont des patients qui, au niveau de la gestion des voies aériennes, comme je disais, c'est un véritable calvaire. C'est-à-dire que c'est une stratégie de gestion qui est bien spécifique. Heureusement, cette population-là de patients, ils sont suivis dans des centres d'expertise par des gens qui sont vraiment experts. Mais voilà, il y a quand même des profils de patients qui sont des patients qui sont à très 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 haut risque de difficultés de gestion des voies aériennes et qui sont dans des profils physiologiques qui sont des challenges parce que ce sont souvent des petites personnes, même s'ils sont adultes, ils sont encore pris en charge et suivis par des centres d'experts de pédiatrie. Vous voyez, donc ça fait des spécificités. Mais bon, en dehors de ça, bon, voilà, on parle du préma, on parle du patient qui a 17 ans et 350 jours et du coup qui a un gabarit d'adulte potentiel. Donc ça fait toute une caractéristique physiologique et en termes de matériel à prévoir sur une large gamme d'outils. Et donc, ça demande des efforts aussi supplémentaires en termes de préparation du bon matériel, pour parfois de dilution des médicaments pour arriver avec des bonnes vitesses et donc un traitement plus efficace au bon moment. On pense par exemple à la dose des amines ou que sais-je. Et donc, finalement aussi, le fait que la pédiatrie, ce soit un parent pauvre en termes du spectre industriel, parce que les industriels, ce qu'ils veulent, c'est vendre aussi, hein, c'est normal. Et pour eux, c'est plus facile de réaliser des études quand ils vendent énormément de produits chez les adultes. Et donc, en néonat, ça les intéresse un peu moins. Donc, on a souvent des technologies qui sont désignées hein, ou designées pour les adultes, qui fait en sorte que finalement, on doit prouver par nous-mêmes, par l'observation, que ça répond bien à des objectifs de précision et de fiabilité. L'optimisation multiple, elle reste quand même possible. Hein. Vous avez vu qu'il y avait un certain nombre de pistes qui pouvaient être observées. Les stratégies d'implémentation, il faut peut-être pas tout faire en même temps, hein, mais plutôt y aller progressivement, pas à pas, dans une stratégie cohérente, si possible. Et ça sera beaucoup plus efficace, même si ça prend plus de temps, de façon multimodale et multidisciplinaire, pour embarquer les équipes avec vous et que tout le monde soit bien d'accord pour aller vers ces processus d'amélioration basée sur l'évidence-based médecine, mais vous avez compris que c'était aussi à nous et à vous de la réaliser.
Donc finalement de proposer, des nouvelles études, d'analyse pour pouvoir, appuyer scientifiquement finalement les propositions auxquelles on pense et qu'on veut justifier par des études méthodologiquement robustes. Et puis, tout ça en prenant en compte la complexité et la variabilité des cardiopathies congénitales, que ce soit au sein d'une population de patients ou que ce soit au sein, d'une maladie. Parce que là, si je vous parle de tétralogie de Fallot, hein, vous verrez ça pendant le cours, en fait, voilà, chaque patient avec une tétralogie de Fallot a une histoire bien singulière et un devenir et une stratégie, qui sera bien singulière. Donc on peut même pas, dire qu'on va analyser ou observer tous les patients à cardiopathie congénitale de façon similaire et quand bien même on dirait on va se concentrer sur le patient qui a que la tétralogie de Fallot, par exemple, donc un type de cardiopathie congénitale